Ok, bonjour et bienvenue à tout le monde du coup pour cette table ronde sur le futur du secteur de l'aéronautique. Je vais prendre un petit peu de temps pour présenter le lieu où on est pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc ici on est à la base. La base c'est un lieu pour s'engager contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale. C'est un lieu qui est ouvert depuis mars 2019, qui est né à la base de la volonté de 10 organisations. Et donc là, on voit que la partie immergée de l'iceberg, parce qu'il y a tout un espace de coworking en haut qui accueille les bureaux des organisations qui sont membres de la base, mais aussi des individus qui y travaillent. Et là, vous êtes dans le bar associatif, qui est du coup un espace à la fois de fête et d'organisation de conférences comme celle de ce soir. La base recherche toujours des bénévoles et les organisations qui la composent aussi. Donc vous avez toute la liste des organisations qui sont soit sur le site de la base, soit sur le mur en face et qui ont des thématiques d'intérêt et des secteurs d'activité complémentaires. Voilà, donc pour ce lieu. Pour ce qui nous amène ici ce soir, c'est Alternativa et ANVCOP21 qui sont deux organisations qui luttent contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale, qui organise le 3 octobre une grande mobilisation qu'on a intitulée Marche sur les aéroports et qui va militer pour la réduction du trafic aérien et pour un plan de reconversion du secteur avec les salariés du secteur. Donc pour mettre rapidement en contexte, le secteur de l'aérien, c'est aujourd'hui 7% de l'empreinte carbone française. Et donc, il y a un peu une bataille des chiffres, parce que selon si on prend uniquement l'empreinte carbone ou d'autres gaz et d'autres émetteurs d'effets de serre, on se retrouve avec des chiffres très différents. Donc, l'industrie va pas forcément porter les mêmes chiffres, mais en tout cas, c'est une part qui est extrêmement importante. Le secteur de l'aéronautique, c'est aussi une croissance qui est qu'on peut qualifier d'extrêmement rapide, puisque la croissance du secteur double tous les 15 ans et que si elle continuait au rythme actuel, d'ici à 2050, on serait sur une trajectoire qui ferait que le secteur aéronautique consommerait à lui seul l'intégralité du budget carbone que la France s'est fixé pour rester en dessous des limites qui nous sont fixées dans l'accord de Paris. Donc ça veut dire qu'il faudrait complètement arrêter de se vêtir, de manger, de s'habiller, de se déplacer autrement, simplement pour que le secteur de l'aéronautique puisse continuer sur la trajectoire qu'il a amorcée. On a aussi des projets qui se multiplient, donc dont on va parler ce soir, mais des projets d'extension d'aéroports qui sont toujours plus nombreux et qui sont persistants et renouvelés dans leur volonté par l'industrie, y compris après ce qui s'est passé autour du Covid. On peut pas parler du secteur de l'aéronautique sans parler de l'impact social à deux échelons. Le premier, c'est que 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion et que malgré tout, elles vont souvent être en première ligne pour subir les impacts qui sont provoqués par les émissions liées à ce secteur. Le deuxième point, c'est que le secteur de l'aviation, c'est quand même 300 000 emplois simplement en France, direct et indirect, et que du coup on ne veut pas ignorer cet aspect-là quand on parle de reconversion ou de transition, puisque ce serait quelque chose qui laisserait sur le carreau plusieurs centaines de milliers de personnes. Le Covid, récemment, il a montré le peu de résilience qu'avait le secteur de l'aviation face aux crises et le fait que finalement ce secteur était extrêmement fragile et dépendait beaucoup de l'argent public. On l'a vu avec le plan d'aide du gouvernement qui a été annoncé, qui est à hauteur de 15 milliards d'euros, donc une somme qui est complètement ahurissante et qui est donnée sans contrepartie, sans demande de contrepartie sociale ou écologique sérieuse. À titre d'exemple, ça n'a pas empêché Air France, qui bénéficie de la vaste majorité de ce plan d'aide, puisqu'ils vont recevoir 7 milliards sous forme de prêts principalement, d'annoncer dans la foulée un plan de licenciement de plus de 7000 personnes. Donc voilà, nous on est là ce soir pour réfléchir un peu tous et toutes ensemble au futur du secteur. Et on est pour ça tous les quatre ici. Donc je vais vous présenter ceux qui sont là, celles et ceux qui sont là. Vous avez du coup Laurent Castignède qui est ingénieur centralien et qui a publié un bouquin qui s'appelle Hervor ou la face obscure des transports, que je vous recommande, et qui a également publié en version plus courte plusieurs interviews sur Reporter ou sur Thinkerview que vous pouvez aller consulter.
Vous avez Ange Blanchard qui est du coup l'un des rédacteurs d'une tribune dans Le Monde qui rassemble 500 étudiants du secteur de l'aéronautique et qui réfléchissent un peu tous et toutes ensemble à comment l'avenir de ce secteur doit être transformé. Fabrice Michaud, du coup, vous êtes secrétaire général de la CGT Transport et vous allez nous parler un peu de l'impact social de toute cette transition et de la crise que le secteur traverse actuellement. Et Audrey Boly, vous allez nous parler des enjeux de lutte locale puisque vous allez nous parler du collectif dont vous faites partie, qui s'appelle Non au Terminal T4 et qui rassemble des citoyens et des citoyennes qui luttent contre un projet d'extension d'aéroport à Roissy, donc à Paris, là où nous nous trouvons. Je vais commencer par vous. Du coup, en vous demandant un peu si vous pouvez nous décrire les impacts de l'aviation tels que vous en parlez dans votre livre. Très bien, bonsoir. Bonsoir, pour faire très rapide. Donc, en termes d'impact sur la pollution de l'air, donc, il y a d'un côté les gaz à effet de serre, d'un autre les polluants. Sur les gaz à effet de serre, si on prend tous les gaz à effet de serre mondiaux, les transports, c'est un tiers du total. Dans le monde, en fait, vous avez l'alimentation, c'est un tiers, le confort thermique, c'est un tiers, les marchandises, c'est un tiers, les transports, c'est un tiers. Donc, j'ai bien dit 4 tiers, c'est parce que les tiers se chevauchent, en fait. Quand vous transportez de l'alimentation, c'est à la fois de l'alimentation et c'est du transport. Donc, les transports, c'est un tiers. À l'intérieur de ce tiers-là, il y a à peu près 40%, c'est les voitures, 30% les camions, 20% les avions, 10% les bateaux et entre 1 et 2% les trains. Donc, au total, l'aviation, c'est à peu près 6% de l'impact du dérèglement climatique aujourd'hui. Ces 6%, ça se décompose en 2,5% de CO2. Et c'est vrai que la communication de l'aérien a tendance à oublier complètement, à ne se focaliser que sur le CO2. Elle publie le fait que c'est à peu près 2,5% en 2019. Donc on va parler de chiffres 2019. Ce que je vous ai dit, c'est 2019. Donc 2,5% du CO2 mondial. Après, il faut rajouter 1,5% qui sont le fonctionnement des aéroports, l'amortissement de la construction, de la fabrication des avions, etc. Ça, c'est 1,5% à peu près. Ça fait 3. Et après, il faut rajouter la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, on la voit très bien sous forme de traînées de condensation lorsque les avions sont haut en altitude. Et cette vapeur d'eau, l'impact, c'est au moins autant que le CO2. Ce qui fait qu'au total, donc c'est entre autant et le double du CO2 selon les publications scientifiques. Donc le total fait 6% en étant, on va dire, conservatif. Voilà, mais c'est probablement un peu plus que 6% au niveau mondial. Ça, c'est pour les gaz à effet de serre. Ensuite, pour les polluants, on retrouve les polluants que vous connaissez plutôt de l'automobile ou du dieselgate, c'est-à-dire des avions, ça émet des oxydes d'azote, des particules. Alors, ça a quand même un point positif, c'est que les homologations des avions sont beaucoup plus fiables que ne le sont dans l'automobile, parce qu'un avion, quand il décolle en gros en pleine charge, donc ça ressemble quand même pas mal aux essais, alors qu'une voiture, c'est très compliqué, la ressemblance entre les essais et la vraie vie, avec des usages extrêmement variés, ce qui est beaucoup moins le cas de l'aviation. Donc on maîtrise mieux les émissions de polluants qui sont réelles. L'aviation, régulièrement, a baissé ses émissions de NOx homologuées, donc réelles, mais c'est quand même une division par 2 en plus de 20 ans. Donc on n'est pas comme l'automobile qui annonce des émissions de NOx beaucoup plus avec des étages qui baissent beaucoup plus fortement, qui ne sont d'ailleurs pas forcément du tout respectées, mais c'est des annonces plus fortes, alors que l'aviation les respecte, mais avec des annonces beaucoup plus faibles, des réductions de 15% tous les 4-5 ans. Ça, c'est sur les NOx, il y a des émissions de particules. Cela dit, ce qui est réglementé pour les avions, c'est tout ce qui se passe en dessous de 3000 pieds. Donc les émissions de polluants sont, on va dire, relativement maîtrisées, entre guillemets, même si elles sont très importantes autour des aéroports, en dessous de 3000 pieds, et après, c'est plus réglementé. Et il y a des études qui ont montré que les oxydes d'azote émis en très haute altitude, ils finissaient par rejoindre, de manière relativement diluée, mais forcément les parties basses de l'atmosphère. Donc on a oxyde d'azote, particules et gaz à effet de serre émis par l'aviation internationale. Merci. On va compléter du coup avec Audrey. Toi, tu t'es particulièrement engagée sur les aspects locaux et sur les impacts locaux que vont avoir ces pollutions. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un peu ce que c'est, le collectif dans lequel tu es engagée, comment cette lutte a été, la genèse de cette lutte et les impacts que vous subiriez si le projet était mené à bien? Donc, je suis membre d'un collectif citoyen qui est né il y a à peu près 1 an et demi quand on a appris l'existence du projet. Donc, on est majoritairement implanté en banlieue nord parisienne. Nous, la plupart des membres du collectif, en fait, on n'était pas militants avant. Mais on s'est vraiment mobilisé parce qu'on a été choqués par ce projet d'extension de l'aéroport de Roissy. En fait, c'est la construction d'un nouveau terminal qui permettrait d'accueillir autant de passagers que l'aéroport d'Orly.
Donc c'est absolument gigantesque. Et c'est vrai que c'est extrêmement choquant sous plusieurs aspects. À la fois, le premier, l'impact climatique, évidemment. On en a parlé précédemment. Donc là, en fait, vu la taille de ce nouveau terminal, c'est à plein régime, il émettrait 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 chaque année supplémentaire. En gros, pour se faire une idée, c'est l'équivalent des émissions du chauffage de 24 millions de Français. Donc c'est absolument gigantesque. Et évidemment, quand on nous demande en tant que citoyen de faire des éco-gestes, de prendre le vélo, de baisser de 1 degré la température dans nos logements, et qu'à côté de ça, le gouvernement soutient des projets comme celui-ci, sachant que le terminal 4, c'est probablement le projet le plus climaticide aujourd'hui en France. Donc ça, déjà, c'est extrêmement choquant. Et deuxièmement, évidemment, ça a des impacts sur les populations locales. Alors, quand on dit local, ne pas s'imaginer que c'est vraiment juste autour de Roissy. On parle d'un impact sur près de 3 millions de personnes qui sont sous les couloirs aériens, et en particulier 1 million de personnes qui sont déjà très gravement impactées par le bruit des avions, au-delà des limites indiquées par l'OMS en termes d'impact sur la santé. Et qui perdent déjà jusqu'à 3 années de vie en bonne santé à cause du bruit qui génère en fait du manque de sommeil, du stress, des maladies cardiovasculaires. Voilà, il y a plein de pathologies en fait qui sont liées au bruit, sans parler des problèmes d'apprentissage aussi des enfants. Il y a certaines écoles où l'enseignant est obligé de s'arrêter de parler quand un avion passe, et à certains moments de la journée, c'est toutes les minutes et demie, 2 minutes que les avions survolent la ville. Donc c'est évidemment déjà un impact gravissime aujourd'hui. Alors on imagine avec donc une augmentation du trafic qui serait à hauteur de plus 50% presque en termes de nombre de passagers. C'est énorme, et 40% en termes de vol. Il y a évidemment aussi l'impact, Laurent en parlait, en termes de pollution atmosphérique. Et ça, c'est vrai qu'on en parle très rarement concernant l'impact des aéroports. Et en fait, c'est majeur. Roissy, aujourd'hui, en termes d'émissions d'oxyde d'azote, c'est presque 3 périphériques parisiens. Donc c'est absolument énorme. Et aussi, Laurent parlait des particules fines. Voilà, les moteurs d'avion produisent des particules même encore plus fines, en fait, qu'on dit ultra fines, encore plus fines que les particules des moteurs de voitures. Et donc potentiellement encore plus dangereuses. En même temps, celles-ci, voilà, il y a encore très peu d'études sur ces particules. Et en fait, elles sont non seulement elles irriguent tout le territoire autour, mais en plus, comme elles sont en partie émises en altitude, elles peuvent voyager sur des dizaines de kilomètres. Et il y a une étude qui montre que les particules de l'aéroport d'Heathrow viennent polluer le centre de Londres. Donc on imagine bien qu'en fait, Roissy pollue le centre de Paris. Donc on est tous concernés sur un territoire extrêmement large. Et quand on prend l'ensemble des impacts, des externalités climatiques, sanitaires de l'aéroport de Roissy, ça pèse 4 milliards d'euros par an. Donc c'est absolument considérable. Déjà aujourd'hui, c'est un problème majeur en termes climatiques et en termes de santé publique. Et donc il paraît complètement impensable, en fait, d'augmenter encore ces impacts en construisant ce nouveau terminal. Okay. Une fois ce contexte posé, du coup, sur les impacts sur les populations locales, sur le contexte plus global du changement climatique, moi j'aimerais qu'on mette ça en perspective avec du coup le poids social du secteur et en fait ce que fait rebattre la crise actuelle dans le secteur. Est-ce que vous pouvez nous parler, Fabrice Michaud, du coup des impacts économiques et sociaux actuels de la crise ? Oui, alors tout d'abord, la question de l'urgence climatique, elle doit se conjuguer avec l'urgence sociale. La question de fond, c'est est-ce que le modèle économique aujourd'hui répond-il aux deux exigences? Donc ça, c'est un débat plus de choix de société. On va partir du modèle qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans un modèle où la rentabilité est la première chose que les entreprises du transport aérien recherchent. Alors quand je dis les entreprises, ça comprend à la fois les compagnies aériennes, mais également les aéroports, puisque vous avez un tissu aéroportuaire en France, un maillage aéroportuaire en France, qui est particulier et qui est unique en Europe, où il y a à peu près 85 aéroports et aérodromes, je crois, je vous donne des chiffres de mémoire. Donc ça, c'est le premier élément. La crise du Covid a révélé que les échanges internationaux, notamment au niveau touristique,
puisque la France est la première destination touristique. L'avion est un élément majeur dans justement le tourisme. Alors après, on peut appréhender la notion de tourisme en fonction de tourisme national, tourisme européen ou tourisme international. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je ne vais pas vous asséner de chiffres, mais pour vous donner juste un exemple, le plan de restructuration Air France, qui porte sur une réduction progressive et voire définitive d'ici à 2023 d'un certain nombre d'escales en France, représente aujourd'hui une suppression de postes pour Air France de 6500 emplois et pour la compagnie Hop, qui fait partie du groupe Air France, de 1000 emplois. À cela, vous ajoutez que pour un emploi du groupe Air France, vous avez 4 à 5 emplois indirects qui sont concernés. C'est-à-dire que le quotient multiplicateur de la perte d'emploi est significatif et donc est conséquent notamment à la fois sur la région parisienne, parce qu'on pourrait penser qu'il n'y a uniquement que la région parisienne qui est concernée, mais Air France contribue à ce qu'on appelle à désenclaver un certain nombre de territoires, et quelque part il y a une mission de service public et continuité de service public pour certaines destinations. Donc ça c'est un autre débat, mais le fait c'est que la question qu'il faut se poser, c'est quelle stratégie de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'État dans cette histoire, c'est qu'il y a les entreprises, mais il y a l'État qui est quand même un actionnaire majoritaire d'un certain nombre d'acteurs. Quelle est sa stratégie en termes d'aménagement du territoire et d'organisation des modes de transport? Parce que la restructuration Air France est liée à une complémentarité avec le train. Et donc ça, c'est une bonne chose, puisque nous, à la CGT, on travaille justement sur ce qu'on appelle la multimodalité des transports. Mais pour autant, cette multimodalité, c'est un discours de façade de la part du gouvernement, puisque aujourd'hui, en termes de trafic ferroviaire, la part du marché ferroviaire est pratiquement optimum, puisque le TGV a pris les principales destinations telles que Marseille, Lyon, Bordeaux, Rennes. Mais par contre, Toulouse, qui est un centre industriel important en matière aéronautique, avec Airbus, il faut un certain temps pour arriver à Toulouse. Pareil pour Nice. Donc, quand on pose ces postulats, la question est de savoir quel est le poids des aéroports et des compagnies dans ce qu'on appelle l'attractivité économique et l'attractivité touristique. Et je reviens à ma première phrase, c'est est-ce que le modèle économique aujourd'hui est-il adapté pour un développement raisonné des deux choses, c'est-à-dire de l'urgence, enfin de l'urgence climatique et de l'urgence sociale. Aujourd'hui, on est dans une phase de plan de restructuration. Alors, on entend beaucoup de choses. Par exemple, vous faisiez référence dans votre introduction au plan d'aide dont a bénéficié Air France. Donc, c'est 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros avec des taux d'intérêt prohibitifs, puisque c'est de l'ordre de 7 à 8%, je crois, de mémoire. Donc, vous pouvez vous imaginer ce que ça représente sur la structure financière de la société et du groupe, parce qu'il y a le groupe. Et quelque part, on peut s'interroger sur quelle est la réelle destination de ce plan dit d'aide, entre guillemets, que je mets bien entre guillemets. Est-ce que c'est réellement pour préserver les emplois, les compétences et favoriser la formation et la reconversion des salariés, ou est-ce que c'est pour financer le plan de restructuration qui est actuellement en cours et qui sera validé d'ici la fin du mois de novembre? Donc, on voit que la réalité de l'urgence climatique, elle ne peut pas se conjuguer sans la réalité de l'urgence sociale. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt pour la transition écologique, mais pour la transition sociale, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à réfléchir, parce que il y a cet aspect de restructuration qui se multiplie. Là, avec le Covid, on a le chômage partiel, par exemple. Alors je me suis peut-être pas assez bien présenté, mais au niveau de la Fédération des transports, on a sous notre responsabilité tous les process de transport, sauf le rail et le maritime. Et il faut savoir une chose, c'est que le chômage partiel n'alimente plus la taxe mobilité qui finance justement les process de transport. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de collectivités ou d'autorités organisatrices de la mobilité, telles que l'Île-de-France, qui n'ont plus les ressources à la fois en termes de subventions, en termes de recettes, à la fois les recettes qui proviennent de l'utilisation par les usagers, mais également par la taxe justement qu'on appelle la taxe mobilité. De mémoire, je crois que c'est dans la loi LOM. Donc ça montre une chose, c'est que
Là, on est au cœur du sujet, c'est que pour travailler sur une complémentarité des transports équilibrée et raisonnée, la mise en place et l'émergence des métropoles, où on voit que le poids des métropoles est de plus en plus important, avec une mise en concurrence des métropoles et des régions, montre que tout le monde n'est pas égal devant l'organisation des process de transport. Et à cela, on peut justement mettre l'aérien dans la réflexion, c'est que vous avez des régions où il y a des aéroports majeurs. Si je prends la région PACA, vous avez Nice et Marseille. Après se pose la question du choix et de l'organisation et du maillage en territoire et de la priorité qu'on souhaite donner à cette activité. Je m'arrête là. Je suis prêt à répondre à un certain nombre de questions, mais si vous voulez des chiffres, j'ai un certain nombre de chiffres, mais je pense qu'il faut d'abord réfléchir à une chose, c'est est-ce que le modèle économique aujourd'hui est-il adapté pour répondre à cette urgence climatique et à cette urgence sociale? Voilà. Probablement pas. Du coup, Ange, est-ce que vous pouvez peut-être rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus, parce que vous, c'est un peu le sujet de votre tribune, donc nous expliquer un peu ce dont vous parlez dans cette tribune et nous expliciter pourquoi vous l'avez écrit. Oui, absolument. Donc moi, je m'appelle Ange et je suis en école d'ingénieur aérospatiale, donc qui s'appelle Supaéro, qui est une école d'ingénieurs donc à Toulouse et qui a pour vocation de former des ingénieurs en aéronautique. Donc beaucoup de mes collègues de promo partent habituellement chez Airbus ou dans l'aéronautique, environ 50%. Et donc effectivement, la crise tout d'abord climatique, mais vraiment à court terme, la crise du Covid aussi, pose beaucoup de problèmes à beaucoup d'étudiants de ce milieu-là. Et donc c'était l'idée en fait de la tribune qu'on a écrit en mai avec quelques amis de cette école, c'était de dire en fait on voit bien que globalement les choses vont aller de mal en pis, que la soutenabilité du transport aérien elle n'est pas assurée dans le futur et même à court terme, on voit que c'est compliqué. Donc il faut peut-être repenser le secteur, et repenser le secteur ça veut dire penser des reconversions. Donc voilà, donc la tribune elle avait un plan qui était assez simple, c'était de dire voilà quel est le constat aujourd'hui. Le constat qui a été fait par Laurent, donc je vais pas le refaire, mais voilà, le secteur aérien n'est pas compatible avec les engagements qu'on a pu prendre à la COP21 pour limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Parce que c'est un milieu qui est très émetteur de gaz à effet de serre et qui aussi émet d'autres polluants atmosphériques évidemment. Il y a aussi un constat qui est un peu le constat d'ingénieur, c'est que en fait qu'est-ce qu'on a fait depuis 50 ans à Supaéro en faisant des avions, en formant des gens pour faire des avions qui soient toujours plus efficaces. Est-ce que vraiment ça a servi une réduction d'émissions du transport? Eh bien pas du tout en fait. Voilà, en 30 ans, on a réussi à faire des progrès technologiques énormes sur les avions. Puisque voilà, enfin en 30 ans, en 70 ans, mais en 30 ans, un avion, on a réussi à lui faire baisser sa consommation de kérosène d'un facteur 2. Ce qui est énorme. Mais dans le même temps, le trafic, lui, a augmenté de 130%. Le trafic mondial. Donc évidemment, les émissions en valeur absolue ont grimpé et elles continuent de grimper. Donc c'est aussi un constat d'échec de l'ingénieur face au défi du siècle. C'est de dire, nous, on nous forme pour faire des machines toujours plus efficaces, mais au final, comment sont-elles utilisées et est-ce qu'elles répondent aux problèmes dont on parle aujourd'hui? Pas du tout, à cause d'un effet qui est très connu, qui est l'effet rebond, et qu'on observe dans tous les domaines, et notamment dans l'aérien. Il y a évidemment la question des emplois, comme je l'ai dit, voilà, environ 50% des étudiants de ces écoles-là veulent partir dans l'aéronautique chez Airbus, et donc cette question-là se pose. Même pour trouver des stages aujourd'hui, c'est compliqué dans ces compagnies-là. On gèle des emplois, on licencie. Donc évidemment, il y a voilà cette question de la reconversion et du savoir-faire qu'on veut, en fait, qu'on appelle de nos vœux. Qu'on veut pouvoir mettre à profit dans d'autres secteurs. Voilà. Parce que savoir-faire un avion, c'est en fait un savoir-faire qui est vraiment multidisciplinaire et qui peut être appliqué à plein d'autres secteurs. Parce qu'un avion, c'est pas seulement une voiture qui vole, c'est aussi beaucoup d'électronique, c'est de la thermique, c'est des matériaux, c'est de l'aérodynamique évidemment, de la mécanique des fluides. Enfin, on apprend tout ça, de l'informatique, qu'on peut évidemment mettre à profit dans la transition énergétique à proprement parler. Donc c'est une réflexion voilà qui est partagée par plus de 700 étudiants du secteur, de dire il faut qu'on pense à tout ça.
ça aujourd'hui et qu'on le pense évidemment avec les travailleurs du secteur, parce que c'est une reconversion qui doit se faire pas seulement en top-down, mais aussi par le bas, par ceux qui travaillent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que demain, à quoi est-ce qu'ils veulent participer et où est-ce qu'ils se sentent capables d'apporter leur pierre à l'édifice? Donc voilà. Évidemment, en venant d'une école d'aéro, le but c'est pas non plus de dézinguer l'avion et de dire qu'il n'y en aura plus du tout dans le futur. D'ailleurs, je pense que personne peut dire ça en étant un minimum sérieux. L'avion a évidemment des valeurs et transporte des idéaux qu'il faut préserver, des idéaux de paix, d'échange entre les peuples. Mais en fait, c'est bel et bien l'usage qu'on a de l'aérien, enfin de l'aviation aujourd'hui, qui est à repenser pour qu'il soit compatible avec les scénarios de transition écologique. Voilà. Ok, merci à tous les quatre. Donc ce constat partagé qu'il y a une urgence climatique, une urgence en termes d'impact sur les populations locales qui va nécessiter une profonde transformation du secteur, mais un avertissement de votre part à pas oublier et à pas laisser ou mettre de côté et minimiser l'urgence sociale qui est associée à cette transition. J'aimerais du coup qu'on parle de l'imaginaire qui est associé à cette transition d'une part et à celle que l'industrie nous vend d'autre part. Et pour ça, je vais commencer par vous demander, on a beaucoup associé l'aviation à tout un imaginaire de liberté, de voyage, d'aventure. Comment on en est arrivé là en termes historiques ? Oui, c'est vrai. C'est pas le seul moyen de transport qui vend la liberté. Hein. Si vous regardez les publicités sur l'automobile, c'est pareil. Hein. Les voitures sont tout le temps toutes seules, dans des environnements où elles peuvent rouler tranquillement. Tout le monde a le sourire et il n'y a pas d'embouteillage. Alors, l'aviation, juste vraiment, sans vous faire un cours d'histoire de l'aviation, qui manque beaucoup parce qu'effectivement, le message historique dans les techniques, en fait, dans la technique, c'est en gros, il n'y a pas d'histoire. C'est impressionnant comment on voit, même dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas de cours d'histoire, et je le regrette, on devrait avoir un cours d'histoire des techniques pour essayer d'acculturer le fait des étudiants que le passé de la technique, c'est pas simplement du progrès. Ce sont beaucoup d'innovations qui ont eu des dégâts, des fois des dégâts positifs, des fois des dégâts négatifs, et comme disait Jacques Ellul, les deux ensemble. Nécessairement. Donc l'histoire de l'aviation, si on la reprend par rapport à nos problématiques d'aujourd'hui, je vais vous la faire très vite, mais bon, l'aviation, ça démarre, il y a Clément Ader, centralien à la fin du 19e, mais grosso modo les frères Wright autour de 1900. Là, l'aviation, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est du bricolage. Ce sont des inventeurs, mais qui bricolent, il n'y a pas de marché. C'est considéré comme une discipline sportive, donc c'est vraiment réservé à, on va dire, une élite d'artisans, et une élite qui éventuellement peut se payer des avions, mais ça reste vraiment un marché complètement de niche, jusqu'à 1914, la déclaration de la Première Guerre mondiale. Et là, le marché change du tout au tout, c'est-à-dire que les commandes explosent complètement, les commandes militaires. Et donc l'aviation va basculer complètement de l'aviation sportive à l'aviation militaire, avec des commandes qui décuplent, qui centuplent, plus que ça même, et donc un progrès technique qui va s'accélérer en puissance, en cadence et en vitesse, en gros, grosso modo. Donc ça dure 4 ans. Et donc l'aviation change du tout au tout. Et puis là, on signe l'armistice. Mais l'armistice, il faut voir en 19, si vous relisez le traité de Versailles et les paroles de l'époque, la guerre n'est pas forcément finie pour très longtemps dans certains esprits. On craint que ça puisse se relancer. Et puis les États qui ont vu l'aviation comme étant une arme décisive pour la Première Guerre mondiale, ils jouissent de prestige avec ça. Et puis il y a une industrie, on se retrouve un petit peu comme aujourd'hui avec une industrie de l'aviation en 18. Et là, les gens veulent la population veut passer à autre chose, passer à la paix, mais les États, eux, ils veulent garder en fait la croissance, l'industrie, la technique, et donc il faut absolument que l'aviation se justifie. Donc en fait, la période des années 20, donc ce que je vais vous expliquer, c'est que l'histoire de l'aviation, c'est pas trop la liberté, je suis en train de vous dire que ça va être la subvention, je vous préviens. Les années 20, c'est les années de la justification. En fait, l'aviation va devoir se justifier civilement de tous les budgets militaires qu'elle va finalement maintenir. Et c'est pour ça qu'on développe en fait à marche forcée le transport de passagers, le courrier, la reconnaissance de pays lointains, par exemple, la photographie aérienne, c'est pour prouver aux contribuables qu'il faut maintenir les crédits sur l'aviation, quitte à subventionner. Les billets d'avion sont très largement subventionnés, même s'ils sont très chers en termes de tarifs, ils sont très subventionnés dans l'entre-deux-guerres. Et puis ensuite, il arrive la Deuxième Guerre mondiale. Du point de vue de l'aviation, elle arrive en 1934. Hitler est élu en 1933 et en 1934, il relance les commandes militaires de la Luftwaffe, contrairement au traité de Versailles. Donc en fait, la Deuxième Guerre mondiale, vue de l'aviation, en gros, elle est déclenchée en 1934 parce que lui, il lance des énormes commandes pour l'aviation allemande et les États qui sont autour le voient. Et eux, du coup, en fait, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils refont pareil parce qu'ils sentent que les armadas repartent. Donc c'est de nouveau de la subvention militaire à partir de 1934 qui va motiver l'aviation, qui va de nouveau, dans la Deuxième Guerre mondiale, refaire la même chose, c'est-à-dire augmenter en puissance, en cadence
en performance. Tout ça sur subvention publique, évidemment, jusqu'à 45. Et là, évidemment, on ne veut pas refaire avec l'échec de la Société des Nations la même chose avec l'ONU. Et donc, il y a une mesure qui est prise déjà dès décembre 44 autour de l'aviation, qui est la Convention de Chicago, lors de laquelle, vraiment, on veut absolument essayer de garantir la paix et qu'on ne se fasse pas la guerre tous les 30 ans. Depuis 1870. Donc, l'une des mesures qui est trouvée, c'est de dire il faut absolument que l'aviation soit le moins cher possible, parce que c'est ça qui permet aux dirigeants de l'époque et aux hommes d'affaires de se rencontrer plus facilement. Donc, en décembre 1944 est détaxé le kérosène qui entre dans un pays. Donc, ce n'est pas la totalité du kérosène, c'est celui qui reste dans l'avion lorsqu'il atterrit. Mais il y a des accords bilatéraux qui se mettent en place, accords bilatéraux entre la France et l'Angleterre, par exemple. Je ne te taxe pas le kérosène des avions de la British Airways au Bourget. En échange, tu me taxes pas le kérosène qu'on rentre dans les avions d'Air France. Donc, des accords bilatéraux comme ça de non-détaxation mutuelle. Et en 1951, est décidé au niveau international par l'OACI, qui est une émanation de l'ONU, de complètement détaxer le kérosène pour tout le monde, même le kérosène entrant, donc celui qui est chargé sur les avions avant le départ. Donc le kérosène totalement détaxé à partir de 1951. Alors, dans les années 50, les avions, ils sont encore à hélice, même s'il y avait eu des expérimentations depuis la fin des années 30 sur des avions à réaction, mais les années 50, ce sont des avions à hélice. Et puis, dans les années 60, en fait, vous avez tout le parc qui passe aux avions à réaction. Et là, il faut bien retenir que vous avez deux événements très importants. La consommation unitaire, elle double. La consommation unitaire, c'est donc combien il faut de litres d'essence pour faire, par exemple, 1000 km à un passager en avion. Et donc, en 10 ans, la consommation, elle va doubler. Alors, certes, effectivement, tu as parfaitement raison. Depuis 60 ans, les ingénieurs ont vachement bien bossé. Ils ont gagné 3/4. On a réduit de 75%. Sauf qu'en fait, on avait quand même multiplié par 2 dans la décennie d'avant. Donc, en fait, on fait x2 et après, on divise par 4. Pas mal. Au total, on a divisé par 2. Sauf que dans les années 50, en faisant accélérer les avions avec les avions à réaction, on les a fait monter en altitude. Et on a dépassé 8 mm. Et donc, les traînées de condensation que vous voyez, en fait, c'est les avions à réaction. Avant les années 50, il n'y en avait pas. Et ces traînées de condensation, on en a parlé, ça double l'impact de gaz à effet de serre des avions. Donc, c'est terrible de dire qu'en fait, malgré tout le travail de tous ces ingénieurs pendant 60 ans, en fait, l'impact unitaire climatique d'un avion aujourd'hui est assez similaire à l'impact climatique d'un avion en 1950. Terrible comme constat. Bon, en 1950, l'impact climatique était dérisoire parce que le trafic était très faible. Sauf qu'il a augmenté d'à peu près 5% par an en moyenne depuis 70 ans. En 1950, donc vous avez 100 fois plus de trafic passager de 1950 à 2000. 100 fois plus. Donc c'était négligeable l'impact climatique dans les années 50 de l'aviation. De 2000 à 2019, fois 2,7. Donc on circule 270 fois plus en avion en 2019 qu'à l'époque où on a détaxé le kérosène. Donc la détaxation du kérosène était certainement une très très bonne idée, qu'il fallait absolument faire. Sauf que depuis, on a le trafic qui a juste explosé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un problème. Le problème qu'on a, c'est un problème quantitatif. Voilà. Donc, et puis sur l'histoire de l'aviation, un dernier mot, pour pas m'étendre, mais il y a quand même eu plein le protocole de Kyoto, par exemple. On peut signaler quand même une chose extraordinaire sur le protocole de Kyoto. C'est quand même, pour moi, beaucoup mieux sur le papier que les accords de Paris. Les accords de Paris, c'est essentiellement une promesse que tout le monde signe, mais l'accord de Kyoto, il y avait quand même des listes de pays avec des pourcentages de réduction, des échéances à respecter. Donc c'est un peu du PDCA. Bon. Et à l'époque, tous les pays avaient donc des objectifs. Sauf qu'un avion qui décollait d'un pays qui atterrissait dans un autre, on pouvait débattre à l'époque de se dire est-ce qu'on fait 50-50, moitié dans un pays. Et bien, finalement, la décision, ça a été de dire l'avion qui décolle d'un pays qui atterrit dans un autre, ses émissions de gaz à effet de serre, on va les mettre nulle part. Donc c'est extraordinaire, nulle part. Je veux dire, en réussite de lobbying, même l'agriculture n'a pas réussi à faire ça. Okay, donc c'est extraordinaire. Et du coup, les États qui avaient des objectifs, en fait, l'aviation internationale, il n'y avait que les vols intérieurs qui étaient dans leurs objectifs, qui est une part dérisoire, très très faible de l'aviation. Voilà. Donc voilà l'historique de l'aviation. C'est pas tellement la liberté. Après, on va pouvoir parler peut-être de l'imaginaire, effectivement. On en reviendra peut-être après. Mais de la banalisation des territoires, du tourisme de masse, ces choses-là. Mais en tout cas, s'il y a vraiment un mot qui caractérise l'histoire de l'aviation, je pense pas que ce soit la liberté, c'est plutôt la subvention. Merci. Donc là, on a parlé du passé. Peut-être quand vous pouvez nous parler du futur, du coup. Vous êtes en école d'aéronautique. Qu'est-ce que c'est le futur de l'aviation qui est vendu par l'industrie? Qu'est-ce qu'on vous décrit et qu'est-ce qui est vendu? Oui. En école, alors
En école, aujourd'hui encore, on nous apprend en gros à grappiller des pourcents de consommation sur les prochains moteurs qui arriveront du coup voilà, dans les années qui viennent, quoi. Donc c'est ça, on grappille des pourcentages sur les turbines, les machins. On fait des réacteurs qui sont plus gros pour que du coup ils aient une efficacité qui soit plus grande. Si vous regardez les avions des années 70, vous verrez que les réacteurs sont très petits et fins. Aujourd'hui, en fait, ils touchent presque par terre. En fait, c'est pour ça qu'on les fait pas plus gros, d'ailleurs. C'est parce qu'ils touchent par terre. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de l'ingénierie, c'est physique. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui les réacteurs les plus performants. C'est-à-dire qu'ils consomment le moins de kérosène. Voilà. Mais on voit bien qu'on arrive à des limites. On arrive à des limites justement parce que les réacteurs touchent par terre, parce que celui qui fait l'avion et celui qui fait le moteur, c'est pas les mêmes, et donc ils ne peuvent pas forcément optimiser au mieux tous les paramètres qui existent dans un avion. Et donc aujourd'hui, on arrive à un moment où il va falloir faire, enfin selon les si on veut continuer sur les scénarios d'efficacité et tout ça, et ben il va falloir faire des ruptures technologiques. Donc on nous dit voilà, il va falloir faire des avions, des ailes volantes, ou des avions à hydrogène, des choses comme ça. Donc vous en avez entendu parler puisqu'Airbus s'est prononcé récemment là-dessus. Voilà. Donc globalement, le secteur aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est que voilà, ses prédictions, ça va être, on va faire des avions à hydrogène d'ici 2035, 2050 pour décarboner le secteur. Comment on va produire l'hydrogène, ça c'est pas leur problème, et pourtant ça devrait, puisque l'hydrogène aujourd'hui c'est très carboné. Donc faire aujourd'hui un avion à hydrogène, c'est déjà une catastrophe pour le climat, plus qu'avec du kérosène. Donc c'est des questions qui doivent être posées. Et puis surtout l'hydrogène, en fait, c'est un véritable problème, c'est que ça a une densité énergétique beaucoup plus faible que le kérosène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, avec un avion de la taille des avions actuels, on va beaucoup moins loin. Donc faire un avion long courrier à hydrogène, on sait pas faire. Et ce qui est dans les cartons, c'est des avions moyen courrier. Donc c'est des vols voilà, entre pays européens, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun avion hydrogène long courrier qui est dans les cartons, même dans la recherche et développement. Pour ce qui est du long courrier, la carte joker de l'industrie, c'est le biofuel, les biocarburants, donc c'est-à-dire du kérosène de synthèse qu'on ferait à partir de plantes qu'on récolte et qu'on fait pousser, voilà, en amont. Donc c'est une solution qui pose des problèmes à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'elle peut rentrer en concurrence avec l'alimentation, évidemment. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de biocarburants. On les appelle de première, deuxième et troisième génération. Les biocarburants de première génération, c'est ceux qui effectivement rentrent en concurrence avec l'alimentation. Donc on va faire pousser du maïs, par exemple, pour faire de l'huile. Sauf que c'est du maïs qu'on va faire pousser pour de l'huile de moteur, mais qui du coup ira pas pour faire de la nourriture pour le reste de l'humanité. Donc ça pose des problèmes d'usage. Les carburants, donc les biofuels de deuxième génération, c'est ceux qui sont les plus vertueux dans le sens où en fait c'est des résidus agricoles, sont des trucs qui de base seraient pas utilisés, qu'on décide d'utiliser, de valoriser pour en faire du carburant. Mais ça, aujourd'hui, les prospections qu'on fait montrent qu'en 2050, l'offre qu'on aurait avec ces biocarburants serait de l'ordre de 10% de ce dont l'aviation aurait besoin à cette même période. Donc c'est pas une solution miracle et ça pourra pas subvenir à tous les besoins du secteur. D'autant plus que tout ça, donc l'hydrogène, les biocarburants, c'est évidemment des coûts en plus. Parce qu'en fait, un avion, il faut bien comprendre que c'est pas comme une voiture où le kérosène sert juste à propulser l'avion. Le kérosène, c'est le véritable couteau suisse d'un avion. Ça sert à tout. Ça sert à équilibrer l'avion en vol. Ça sert à propulser l'avion, évidemment. Ça sert à le refroidir, à le réchauffer. Donc la clim et le chauffage, ça, c'est le kérosène qui s'en occupe. Et ça sert aussi de lubrifiant. Enfin bon, ça sert à tout, quoi. Donc faire un avion qui utilise plus de kérosène, c'est pas juste changer les moteurs, c'est changer l'avion de A à Z. C'est partir d'une feuille blanche et de se dire ok, on invente l'avion du futur qui émettra zéro carbone, comme se gargarise l'industrie. Donc c'est globalement des coûts. Ça coûte très cher. Donc il faut faire un appel de capital, il faut qu'on nous donne de l'argent pour faire de la recherche et développement. Il faut aussi de l'argent pour créer les supply chains de biocarburants et d'hydrogène qui aujourd'hui sont inexistantes en France, alors que vous avez des pipelines de kérosène en France qui alimentent directement certains aéroports. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, il n'y avait pas trop de soucis, ça coûtait pas cher. Donc globalement, voilà, ce sera un avion qui sera très cher, qui ira pas très loin et qui sera pas du tout zéro carbone, puisque l'hydrogène, il faudra le produire,
que donc il faudra créer des centrales à électrolyse et que aujourd'hui c'est pas du tout dans les plans de RTE, qui est donc le fournisseur d'électricité français, enfin qui s'occupe du réseau de distribution en France. C'est pas du tout dans les plans que l'aérien d'un coup comme ça passe du tout au tout à l'hydrogène et donc lui demande une capacité de fourniture en électricité qui double d'ici 2050. Donc c'est aussi un impensé de la transition. Et les biocarburants, c'est pas non plus zéro carbone parce que il faut les faire pousser. Et aujourd'hui, faire pousser du maïs, du colza, on le fait avec des produits phytosanitaires, avec des tracteurs qui tournent au pétrole. Donc c'est juste une réduction par 2 du volume d'émissions qu'on met dans l'atmosphère, ce qui est déjà bien par rapport à du kérosène qui vient de produits pétroliers standards, mais ce qui est pas du tout très loin du zéro carbone. Donc voilà pour ce qui est un peu du greenwashing du secteur. Et donc voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que en tant qu'étudiant aéronautique, moi personnellement, je me suis un peu éloigné du secteur parce que ce qu'on nous promet, c'est un secteur aérien qui est de plus en plus élitiste. Faut savoir que la tendance, c'est déjà celle-là. Les personnes qui utilisent l'avion, c'est globalement les gens riches. Et la tendance, c'est que c'est de plus en plus les gens riches qui utilisent l'avion, les classes supérieures. Voilà, on a une loi à peu près de Pareto sur l'aviation, c'est-à-dire que 20% des utilisateurs de l'aéronautique émettent 80% des émissions de l'aéronautique. Donc en fait, la démocratisation de l'avion, c'est pas plus de monde qui prend l'avion, c'est les mêmes personnes qui prennent plus l'avion. Donc ce problème-là, en fait, il va pas être résolu par ce que nous promet Airbus, au contraire. Et les coefficients d'inégalité d'usage de l'aviation vont exploser, ce qu'ils font depuis des années déjà. Voilà. Merci. Pour compléter ça, du coup, Dre, en termes de discours de l'aérien, on a aussi la redynamisation des territoires à travers des projets d'extension d'aéroports qui, du coup, seraient pourvoyeurs d'emplois, entre autres, et de dynamisme pour le territoire. Comment est-ce que vous y répondez au niveau du collectif local et comment est-ce que vous déconstruisez ces discours-là ? Alors aujourd'hui, oui, si on écoute le groupe ADP, en fait, notre territoire n'a pas d'avenir si on ne fait pas cette extension de Roissy, parce qu'évidemment, voilà, c'est la seule manne d'emploi vraiment possible et crédible pour le territoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est leur manière aussi de construire les promesses d'emploi. Les chiffres sont largement surévalués et on peut le dire complètement bidouillés. Donc aujourd'hui, quand ADP parle des emplois directs que provoquerait donc la construction du nouveau terminal, en fait, il s'appuie sur l'ensemble de la zone aéroportuaire dans laquelle en fait il y a plein d'autres entreprises, il y a plein de sièges d'autres entreprises, il y a aussi un centre commercial. Donc en fait, ils prennent tous ces emplois et en fait, ils les multiplient par le facteur de croissance d'augmentation du nombre de passagers liés à ce nouveau terminal. Donc on est vraiment sur une magouille des chiffres qui se traduit aussi sur les emplois indirects que promet le groupe ADP, puisqu'en fait pour ces emplois indirects, ils s'appuient sur les 50 communes autour de l'aéroport et en fait ils prennent en compte les emplois des services publics, des écoles, de la poste, des services de gendarmerie, etc. Et en fait ils multiplient aussi l'ensemble des emplois sur ces communes en fonction de la croissance du nombre de passagers prévus sur ce terminal. Donc on voit bien que ces chiffres ils sont largement gonflés. Et en plus, ces chiffres, ils sont validés dans des instances où n'est présent que des élus et des membres du secteur aérien, donc des lobbies, et auxquels les associations n'ont pas accès. Et donc finalement, ces chiffres sont confortés aujourd'hui par les élus sur nos territoires. Donc ça, c'est la première chose qu'on nous vend. La deuxième chose qu'on nous vend aujourd'hui, c'est justement cet avenir du secteur aérien décarboné, parce que c'est vrai que ça fait quand même tâche à la fois pour le territoire, pour le groupe ADP, pour le gouvernement qui soutient le projet, parce que je rappelle que c'est le gouvernement qui a vocation à autoriser
vraiment la construction de cette extension de l'aéroport. Donc c'est vrai que ça commence à faire un peu tâche au niveau aussi environnemental. Donc actuellement, le gouvernement a demandé à ADP de réviser son projet d'extension, suite aussi à un avis de l'autorité environnementale qui a été extrêmement négatif sur tous les aspects évoqués précédemment, émissions de gaz à effet de serre, polluants atmosphériques, pollution des eaux aussi. Je vous ai épargné certains, voilà, des impacts. Il y en a de nombreux. Et donc voilà, cette révision du projet aujourd'hui, ADP nous dit oui, c'est vrai que c'est important, et entre autres pour penser l'accueil de l'avion hydrogène. Alors déjà, on va faire évidemment un aéroport zéro carbone. Donc on sait que évidemment l'impact des émissions de l'aéroport lui-même par rapport à l'impact des avions qui décollent et qui voilà et des vols, c'est négligeable. Donc évidemment, c'est très bien de faire un aéroport zéro carbone, mais ça ne va pas régler le problème. Et donc voilà, on se raccroche à cette chimère de l'avion à hydrogène. Alors quand je dis chimère, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui. Ange a parlé des difficultés techniques sur lesquelles moi je vais pas me prononcer. Mais par contre, voilà, si jamais cet avion voit le jour, dans tous les cas, en fait, ce sera effectivement un moyen courrier. Et aujourd'hui, 80% des vols, des émissions à Roissy sont dues au long courrier. Donc on voit bien que ça ne va pas du tout régler le problème. Au niveau mondial, c'est 60% des émissions qui sont dues au long courrier. Donc au niveau mondial, c'est pas non plus une solution, mais encore moins à Roissy, où voilà, 80% des émissions, c'est les longs courriers. Donc voilà, en gros, ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est des promesses d'emploi mirifiques et un aéroport vert avec des avions verts. Donc voilà, tout va bien. Il y a vraiment aucun souci. Merci. Et du coup, on a parlé de ce système qui, devant tous ces constats, était dans la capacité de répondre à la fois à l'urgence climatique et à l'urgence sociale. Je voulais vous demander déjà si c'était un sujet parmi les salariés, s'il y avait déjà des organisations s'il y avait une discussion sur ces sujets-là, et comment on pourrait imaginer cette transition pour qu'elle soit juste socialement. Vaste sujet. Déjà, je voudrais... le groupe ADP, moi je suis d'Aéroports de Paris, donc j'ai été secrétaire général de la CGT d'Aéroports de Paris. Donc j'ai un certain nombre d'éléments d'appréciation qui vont peut-être aller à contrario de mes collègues autour de cette table, mais déjà les chiffres qui sont officiels, c'est les chiffres de la DGAC. La DGAC qui est la Direction Générale de l'Aviation Civile, où là il y a quand même un constat qui est fait et qui a une étude d'impact qui a été publique et qui est publiée justement sur les conséquences de la Convention climat, avec un certain nombre de mesures qui seraient prises, notamment en termes de suppression des escales de moins de 4 heures, la mise en place d'une taxation supplémentaire sur les billets d'avion, avec les conséquences sur l'emploi. Donc très rapidement, les mesures qui seraient prises sur une taxation encore plus renforcée sur le billet d'avion, ça serait entre 120 000 et 150 000 pertes d'emplois. Le bassin de Roissy, c'est à peu près 90 000 emplois. Orly, on est aux alentours de 35 000 emplois. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, l'activité du transport aérien, donc quand je parle du transport aérien, c'est aéroport plus compagnie aérienne, génère des emplois. La référence à laquelle qui est généralement utilisée par Aéroports de Paris, c'est une référence qui a été faite par un cabinet d'études qui s'appelle le BIPE, qui avait été commandité justement pour travailler sur la complémentarité du système aéroportuaire parisien, puisqu'il n'y a pas que Roissy, il y a Orly et il y a aussi le Bourget. Et vous avez sur le périmètre de sur le territoire de 50 km, vous avez quand même une douzaine d'aérodromes qui contribuent aussi au maillage parisien. Une fois que j'ai dit ça, je pense que déjà, pour préparer la transition sociale, il faut savoir quel est le rôle de l'État et quel choix il va être fait. Je partage tout à fait qu'au début de l'histoire de l'aviation, c'était une histoire militaire. En 1945, à la sortie de la guerre, il a fallu reconstruire la France. Et c'est pour ça qu'il y a eu un certain nombre de compagnies aériennes et d'aéroports qui ont été subventionnés, puisque ça a contribué justement à reconstruire et à rebâtir la France, comme les Renault, enfin donc tout un tas d'entreprises qui à l'époque ont été nationalisées. Maintenant, la plupart sont privatisées ou en partie détenues par l'État. Et c'est là où je voudrais en venir à une contradiction de l'État actionnaire.
l'État détient plus de 50,6% des actions d'Aéroports de Paris. Son objectif, c'est pas le développement l'approche climatique et l'approche écologique. Quand vous voyez que ils ont un développement d'Aéroports de Paris sur la croissance externe, c'est-à-dire qu'ils prennent des parts dans des pays à l'étranger pour justement s'imposer en tant que premier groupe aéroportuaire au monde. Il faut savoir que sur le fond, l'État récupère quand même 50,6% en termes de bénéfices. C'est-à-dire ça aussi, là, je crois que les derniers résultats, c'était entre 300 millions et 400 millions annuels, hein, depuis l'ouverture du capital de 2005. Donc c'est-à-dire que l'État, il est pris dans un double jeu, à la fois son rôle d'actionnaire, où parfois il se comporte comme un actionnaire plus privé, puisqu'Aéroports de Paris, en 2005, nous étions 8600 salariés. Aujourd'hui, on est 6000 salariés. Et il est annoncé un plan de suppression de postes avec accord partiel de longue durée, accord de performance économique, qui arrivera à une réduction d'emplois entre 700 et 1400 emplois. Donc là, c'est là où on voit aussi l'ambiguïté des choses. Et aussi, l'État n'est pas honnête dans sa démarche. Parce que quand il dit que dans la restructuration Air France, on va substituer le train à l'avion, c'est totalement faux. On va substituer la compagnie Air France à du trafic low cost. Donc l'État vertueux dans sa démarche, et on peut s'interroger sur cette vertu, puisque donc c'est vrai que l'aéroport de demain, comment il doit être construit? Alors déjà, la problématique, pour répondre à votre question sur justement la problématique environnementale, il y a une direction de l'environnement qui existe au sein de l'aéroport de Paris. C'est pas la panacée, mais il faut savoir que par exemple, il y a la technique de la géothermie pour la production d'électricité et de chauffage. Il y a la biomasse. Donc si vous voulez, Aéroport de Paris, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un prédateur social. Pour autant, il y a quelques frémissements au niveau de son engagement climatique. Après, il y a quand même une chose importante, c'est la question de la maîtrise publique du transport aérien. Vous avez un aéroport à Vatry qui a bénéficié de subventions totalement publiques et qui est sous-utilisé. Au départ, il devait être une plateforme de fret avec un nœud ferroviaire, un nœud autoroutier qui a été développé justement pour désengorger l'activité du fret sur Paris et limiter les vols de nuit, puisque je vous rappelle que Roissy, c'est ouvert 24 heures sur 24, avec bien sûr une restriction de vol la nuit. Or, il y a un couvre-feu total. Eh bien, pour un choix stratégique de l'État, puisque l'État est majoritaire dans l'aéroport de Paris, il y a eu un choix de fait de ne pas alimenter la plateforme de Vatry. Donc c'est un scandale totalement inadmissible sur l'utilisation de l'argent public. Après, on fait référence à la construction de nouveaux aéroports. Depuis le Grenelle de Paris, je crois, je raconte pas de bêtises, il est interdit de construire des aéroports. Et là, vous voyez quoi? On autorise l'aéroport de Paris à s'étendre. Mais on ne construit pas un nouvel aéroport, on étend l'aéroport. D'où la subtilité. Et c'est pour ça que j'en viens à l'honnêteté de l'État dans sa démarche et dans sa communication. Il y a un élément important, puisque nous, la CGT, je ne vous cache pas, sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où là, on était vraiment au cœur des enjeux environnementaux, écologiques. On a eu du mal à se positionner, et c'est en travaillant ensemble qu'on a valorisé le fait que l'aéroport qui existait à Nantes, il était totalement adapté, avec quelques ajustements en termes de trafic aérien. Alors après, effectivement, quand je dis ça, c'est pas agréable pour les Nantais et les Nantaises. Mais pour autant, il y avait un enjeu sur Notre-Dame-des-Landes qui était quand même important. Et donc, c'est vrai que parfois, on sait aussi se positionner. Et puis après, il y a ce qu'on appelle, il y a les effets du capitalisme, où les objectifs de rentabilité passent bien avant les objectifs environnementaux et sociaux. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure du modèle économique. Le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui, répond-il à ces deux exigences? Bon, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faut aussi se poser ces questions en ces termes-là. Donc l'aéroport de demain, avec les avions à l'hydrogène, je partage tout à fait votre avis.
Il y a quand même, quelle que soit la nature du mode de transport, à partir du moment où il faut se déplacer, à part avec l'énergie solaire, vous produisez automatiquement une émission de gaz à effet de serre ou de CO2. Et là, c'est là la question, c'est jusqu'à quel point on a un niveau d'acceptabilité en termes d'organisation des transports et de conséquences pour les populations. Juste une chose par rapport à votre chiffre de 80% de la population mondiale qui n'utilise pas l'avion, je partage tout à fait, mais il faut aussi voir l'évolution de la population mondiale, puisque vous avez un développement en ce moment en Chine qui est important. Et si je fais référence à la Chine, c'est pas un hasard, puisque un autre secteur qui pollue énormément, c'est l'industrie. Et quand vous regardez la politique des gros industriels en France, c'est de déporter leur consommation dans les pays émergents pour respecter les engagements des accords de Kyoto ou maintenant de Paris. Donc il y a aussi cette philosophie d'approche et cette honnêteté intellectuelle de l'État qui est pas au rendez-vous, enfin, pour ma part. Ok, merci. Et du coup, avant qu'on passe aux questions du public, moi j'aimerais vous demander à chacun et chacune ce que c'est du coup le futur de l'industrie aéronautique et comment vous le voyez et comment vous voilà, quelles sont vos projections, vos prédictions et vos souhaits personnels. Oui, ce que le futur, il ne faut pas que ce soit, on l'a déjà dit, l'avion à hydrogène, c'est beaucoup trop lointain. Aujourd'hui, c'est l'année 2020, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, toute promesse pour 2035, c'est hors sujet. Ensuite, l'avion à hydrogène, c'est au niveau de la recherche aujourd'hui, alors que ce qu'on a besoin, c'est de lancer du développement d'urgence. Donc, c'est pour ça que je vais en parler après. L'avion à hydrogène, il pose un autre problème, c'est que à efficacité énergétique identique par rapport à un carburant liquide, l'hydrogène, ça émet beaucoup d'eau. Or, justement, on a dit que la vapeur d'eau et les traînées de condensation, c'est un effet qui est supérieur au CO2. Donc, si demain, on fait voler un avion à hydrogène, la traînée de condensation qu'il va faire, la vapeur d'eau qu'il va rajouter, ça va être à peu près 2,5 fois celle du kérosène d'aujourd'hui. 2,5 fois. Donc, c'est ne serait-ce que même pour cette raison-là, donc là, je vous ai cité 3 raisons qui fait qu'il faut abandonner le projet avant de le commencer. Et la 4e, elle est plus psychique, c'est que cet avion à hydrogène, moi, mon impression, c'est qu'il est là, comme d'autres projets dans d'autres moyens de transport, qui est là pour dire aux gens, ne vous inquiétez pas, ne changez rien au mode de vie, laissez la croissance perdurer, la solution, la baguette magique, elle existe. Voilà, c'est extraordinaire parce que c'est une baguette magique qui arrive dans 15 ans. Donc ça veut dire que l'aviation, si elle l'active, elle est 12 ans tranquille. Donc ça, c'est terrible. C'est terrible. On a besoin de changer les mentalités, de changer les modes de vie et pas de croire à un messianisme technologique qui consisterait à rêver à une technologie salvatrice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, de mon point de vue, j'ai publié plusieurs tribunes, notamment sur Reporter, je vous invite à lire. Mais en gros, il y a 4 sujets, certains que vous connaissez. Déjà, je pense que la situation d'aujourd'hui avec le coronavirus, elle peut avoir des similitudes avec les chocs pétroliers de 73, 74 et 79, pardon. En décembre 73, sachez que lorsque le pétrole est passé à peu près de 3 à 5 $, ça a été un cataclysme. Et en quelques mois, à peu près tous les pays occidentaux ont limité la vitesse des voitures à 90 sur route et à 130 sur autoroute, à peu près à ces ordres de grandeur-là. Et là, aujourd'hui, les avions, en fait, ce n'est pas limité en vitesse. On pourrait se dire aujourd'hui qu'au niveau mondial, il y aurait une grosse ressource d'économie de gaz à effet de serre et de consommation, ça serait de limiter tous les avions à 600 à l'heure. Alors pourquoi 600 à l'heure? C'est pas un chiffre au hasard. 600 à l'heure, donc pour faire baisser en vitesse. Quand vous baissez en vitesse, vous consommez beaucoup moins, ça vous le savez, mais le problème de l'aviation, c'est que si vous baissez en vitesse, vous allez voler moins haut, et moins haut, l'air est plus dense. Donc attention. Ça veut dire qu'il faut qu'on vole moins haut, donc la limite, ça serait de le mettre à 7000 mètres, parce que les nuages de condensation se produisent au-dessus de 8000 mètres. Donc en fait, ce qu'il faudrait prendre, c'est une double mesure au niveau international. Elle a des conséquences sociales très bénéfiques. C'est donc limiter tous les avions à 600 à l'heure pour les nouveaux avions en développement, et ça, c'est du développement. Et à ce moment-là, on basculerait sur des avions à hélice. Alors pas les avions à hélice, pas des coucous, on parle bien d'un 320, enfin style A320, refaire le fuselage, enfin les ailes, mettre des grosses hélices modernes, évidemment. Donc à ce moment-là, on aurait toute la flotte, que ce soit Airbus, Boeing, etc., toute la flotte à refaire. Alors là, je peux vous dire, on garde tout le monde en termes d'équipe de développement. Parce que là, c'est carrément c'est pas juste le moyen courrier à hydrogène, un avion pour 2035. Là, c'est la totalité de la flotte. Il faut se donner un objectif à 10 ans pour la renouveler complètement avec des avions qui voleront à moins de 600 à l'heure et à moins de 7000 mètres. Ensuite, un troisième point, c'est on a un problème quantitatif, en fait. Là, on baisserait d'à peu près 30% les consos en faisant ça, sous 10 ans.
30% les consos, et les gaz à effet de serre, en fait, on réduirait de moitié parce qu'on enlèverait les traînées de condensation. Ensuite, troisième point, c'est qu'il faudrait stabiliser le parc. On a un problème de quantité, c'est que ce parc, il n'arrête pas d'augmenter. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà proposé dans le bouquin, j'en parle, je suis un peu le seul, mais il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a fait dans l'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans une ville, vous avez un travail, vous n'avez pas le droit de voir un champ libre, là, un terrain vague, et dire, ben voilà, c'est ma maison. Ça, c'était au Moyen-Âge. Or, dans les transports aujourd'hui, c'est pas que l'avion. Vous pouvez acheter 10 voitures, si vous voulez. Une compagnie aérienne, elle peut avoir presque autant d'avions qu'elle veut. Bon, il y a des créneaux aériens qui s'ouvrent à mesure que les aéroports s'étendent. Mais donc, il faudrait en fait simplement créer un numerus clausus et donc plafonner le nombre d'avions en circulation. Alors, le coronavirus, c'est l'occasion de le faire parce que en 2019, vous avez 28 000 avions de ligne à peu près qui volent sur la Terre, 28 000 très, très, très utilisés, pas comme votre voiture. Et là, aujourd'hui, peut-être que c'est 10 000. Donc, à ce moment-là, il faudrait vite se mettre d'accord au niveau mondial pour laisser recroître un petit peu l'aviation, mais jusqu'à peut-être 15 000, peut-être 20 000. Décider donc en fait un plafonnement, c'est-à-dire qu'une compagnie aérienne, pour affréter un avion, il faudrait qu'elle le possède ou qu'elle le loue, mais aussi qu'elle ait le droit de l'opérer. Et donc, vous auriez autant de droits que d'avions autorisés à voler. Et donc, on pourrait plafonner à ce moment-là quantitativement le nombre d'avions. Et en fait, le dernier point, c'est qu'il faudrait taxer le kérosène, c'est évident. Mais en fait, pour moi, taxer le kérosène, ça arrive dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on plafonne l'offre, et que la demande va augmenter parce que vous avez plein d'Asiatiques qui deviennent plus aisés et qui ont la possibilité de prendre l'avion, à ce moment-là, si on ne taxe pas le kérosène, les compagnies vont devenir très riches. Parce qu'on aura plafonner l'offre et la demande à un moment elle va dépasser l'offre et elle ne pourra pas puisqu'on l'aura plafonné. Et à ce moment-là, le taxe kérosène sera là pour récupérer en fait la manne financière qui sera obtenue. Donc voilà, je la mets pour ça en quatrième. Donc voilà, limitation de la vitesse, de l'altitude, plafonnement du nombre d'avions en circulation par catégorie et taxation du kérosène. Moi, je pense que ça, ce sont des mesures qui sont technologiquement, il n'y a pas de révolution technologique derrière, même si voilà, refaire des avions à hélice modernes, et puis c'est du boulot. C'est du boulot de développement, pas de recherche. Du coup, je vous laisse continuer chacun et chacune et peut-être réagir aussi à ce qui a été dit précédemment. Oui, je partage ce point de vue, le point de vue de Laurence sur le fait que revenir à des technologies en fait qu'on utilisait avant, c'est-à-dire les hélices, avec notre connaissance actuelle et nos compétences en efficacité énergétique, c'est effectivement une mesure qu'on peut mettre en place très rapidement et qui aura des effets bénéfiques sur le climat. Voilà, je mettrai un petit bémol donc déjà sur l'hydrogène et les traînées de condensation, parce que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Les traînées de condensation, elles se forment à cause des cycles aromatiques qui sont présents dans le kérosène et qui ne sont pas présents dans l'hydrogène. Donc l'effet de la vapeur d'eau de l'hydrogène n'est pas aujourd'hui vraiment connu. Il n'est pas nul, c'est certain, mais il sera quand même différent de celui des traînées de condensation actuelles. Mais bon, c'est annexe. Et oui, par contre, voilà, les turbopropulseurs, donc c'est-à-dire les avions à hélice, c'est effectivement quelque chose qui peut permettre de gagner 30% de consommation assez facilement. Après, donc c'est quelque chose qui était proposé par le Shift Project, par exemple, dans leur rapport sur l'aérien, sur la relance de l'aérien. Quand on chiffrait au final tout ça, on se rendait compte que ces promesses technologiques, même les avions à hélice, ça représente quand même une part assez faible des gains qu'on peut espérer avoir. Il y a d'autres possibilités pour avoir ces gains-là. On peut essayer d'optimiser plus les routes aériennes qui sont utilisées, donc en ayant un espace aérien qui soit unifié au niveau de l'Europe, par exemple, qui permettent donc de faire de l'optimisation. On peut interdire les miles. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en fait utilisent ce qu'on appelle des miles quand ils travaillent ou quand ils ont quelqu'un de leur famille qui travaille dans une compagnie aérienne ou un constructeur. C'est-à-dire, en gros, ils voyagent gratuitement. C'est un petit peu comme si vous étiez chez EDF et que du coup vous avez des petites ristournes sur votre facture électrique. Bah voilà, il y a beaucoup de personnes en fait qui travaillent dans ces milieux-là et qui utilisent ces miles de manière un peu trop régulière. Voilà, donc ces mesures-là, on a aussi ce qu'on appelle le cost index, donc c'est en gros imposer les compagnies aériennes de ne plus faire leur optimisation économique sur toutes les variables, mais seulement sur le kérosène, c'est-à-dire on leur dit maintenant vous optimisez vos vols et vos routes aériennes plus que sur la consommation de vos avions. Et donc vous allez peut-être payer un peu plus cher parce que vous allez faire passer par des endroits où vous ne passiez pas avant et qui ne sont pas forcément optimales d'un point de vue économique, mais c'est la nouvelle norme.
Voilà, et faire aussi des cabines qui soient plus denses. Parce que aujourd'hui, en fait, entre un siège en classe économique et un siège en classe affaires ou en classe business, c'est un rapport 3 à 5 dans la consommation par place de kérosène. Voilà, si vous êtes en place éco, c'est-à-dire si on vous met tout serré les uns contre les autres et c'est pas très agréable, mais bon, vous faites quand même parce que vous voulez aller voir votre copain en Guyane, et ben vous avez une consommation par siège, voilà, qui sera 5 fois inférieure à votre collègue qui lui pourra étendre ses panards devant l'avion et prendre une douche s'il le souhaite. Donc voilà, il y a ça aussi qu'on peut mettre en place assez facilement et très rapidement. Mais le plus gros levier, c'est la sobriété, en fait, parce que quand on fait justement le chiffrage de tout ça, on trouve que en fait on gratte des pichenettes avec ces mesures techniques et que pour vraiment s'attaquer au cœur du problème, ça va être de moins prendre l'avion, tout simplement. Voilà. Après, je pense que donc la proposition que tu fais, Laurent, est intéressante de plafonner la flotte d'avions, mais comme tu le dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème après de non-compatibilité avec la justice sociale ? C'est-à-dire de dire que si justement on plafonne l'offre et que donc la demande elle continue à croître, il va se passer quelque chose de très logique et de très bien connu en économie, c'est-à-dire que les prix vont augmenter et que donc, en gros, avoir un billet d'avion, ça va devenir un privilège, pour le coup, vraiment de très riches et qui sera vraiment... Ça consiste peut-être à revenir à des prix d'il y a 20-30 ans, simplement. Hein. Aujourd'hui, les prix ont beaucoup baissé. Et puis aussi avec les marges arrière, hein, c'est un autre sujet. Marge arrière des compagnies, notamment low cost. Donc il est plus représentatif en fait, du vrai coût du trajet. Hein. Mais bon, vas-y. Ouais, donc je pense que des mesures comme celle-ci posent une vraie question de repenser la mobilité et voilà, d'investissement dans des mobilités durables et aussi un changement de mode de vie, évidemment. Voilà. Oui. Oui. Donc, une chose importante pour avoir un peu une idée de la photographie du trafic aujourd'hui en France, si vous prenez l'aéroport d'Orly, le trafic low cost est la première source de recettes d'aéroport de Paris sur Orly. Le deuxième client d'aéroport de Paris, c'est EasyJet. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine mutation dans le choix du transport et au niveau de l'aérien, où la part du low cost a une part prépondérante. Alors le low cost a été dénoncé puisque il y a eu généralement c'est la course à la subvention, c'est-à-dire que le low cost, entre guillemets, les aéroports qui font le choix d'utiliser les compagnies low cost achètent du passager. Donc, alors il n'y a aucune conséquence directe sur justement quand on achète du passager, mais c'est les effets indirects, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour, comme vous le disiez tout à l'heure, les hôtels, les restaurants, enfin tout ce qui est activité catalytique. L'aéroport de demain, déjà, il faut qu'il y ait une stratégie sur le développement du transport aérien. Et ça, on a quand même un régulateur encore en France qui est l'État, et voir comment l'État voit le développement du transport aérien, parce que le transport aérien, je pense que ça a été, au niveau culturel et ouverture sur le monde, un moyen de découvrir un certain nombre de choses pour les populations. Comme vous l'avez souligné, aujourd'hui en Chine, par exemple, il y a un développement significatif et une croissance. C'est là où il y a le plus fort taux de croissance en termes de transport aérien, avec l'Inde, où justement les populations commencent à se déplacer. Et là aussi, c'est un point sur lequel il faut s'arrêter. C'est que le transport aérien est peut-être un moyen de s'ouvrir sur le monde. Alors après, je comprends qu'il faut raisonner les déplacements. Mais après se pose un autre problème, c'est qu'il y a le turnover des avions. Alors je ne suis pas un spécialiste technique, mais ce que je sais par expérience, c'est qu'il y a quand même des problèmes, des petites et des grandes visites des avions pour garantir la sécurité du transport et des passagers. Donc ça, c'est des éléments importants à souligner. Et l'aéroport de demain, j'aurais envie de dire, il se prépare maintenant. Mais il se prépare de manière réfléchie et équilibrée entre... comme j'ai dit tout à l'heure, réalité sociale et réalité environnementale, quoi, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, on pourra pas faire l'un sans l'autre, je pense, parce que
S'il y en a un qui est plus en avance que sur l'autre, ça va créer des tensions. Et l'objectif, c'est qu'on aille dans le même sens et qu'on progresse pour un autre choix de société. Oui, pour rebondir un peu sur ce que vous évoquiez, vous parliez du tourisme et dans un avenir désirable, et d'ailleurs c'est évoqué par plein de grandes villes, Paris, Venise et de nombreuses autres villes en Europe, c'est un avenir qui n'est pas étouffé par un surtourisme qui est aujourd'hui très destructeur, et donc un tourisme qui est raisonné. On voit aujourd'hui les folies que peuvent engendrer ce surtourisme. Je vais revenir sur un projet très local qui est juste à côté de chez nous et de Roissy. C'est Europa City. Donc qui était fait pour accueillir les touristes chinois qui allaient débarquer en masse et venir faire du ski à Europa City et dans un centre commercial géant. Évidemment, ça n'a aucun sens. Donc oui, effectivement, voilà, il y a des désirs de voyage qui s'éveillent aussi avec l'augmentation du pouvoir d'achat dans certains pays, mais on voit bien que les conséquences de ce surtourisme, au-delà de l'impact de l'aviation, sont pas aujourd'hui désirables. Pour revenir sur notre voilà vraiment l'aéroport de Roissy et ce que souhaitent aujourd'hui les habitants de ce territoire, c'est évidemment déjà l'annulation du projet de Terminal 4. Donc aujourd'hui, comme je le disais, le gouvernement a demandé une révision du projet, mais il est toujours sur la table et le gouvernement et ADP souhaitent toujours agrandir l'aéroport. Donc voilà, les associations demandent l'annulation de ce projet et on sera d'ailleurs samedi prochain, donc le 3 octobre, tous réunis lors d'une grande action de mobilisation pour demander l'annulation de ce projet. Donc rejoignez-nous, il est encore temps de s'inscrire à cette action, on en reparlera à la fin de cette table ronde. Mais voilà, on a besoin d'être nombreux et on sait qu'on peut gagner cette bataille aujourd'hui. En fait, cette bataille, elle est pas juste, elle concerne pas juste l'aéroport de Roissy. Il y a une quinzaine d'extensions d'aéroports en France. Il y en a beaucoup d'autres en Europe. Et évidemment, voilà, on a besoin d'entendre la voix des citoyens aujourd'hui pour demander l'arrêt de ces extensions. Donc évidemment l'annulation de ce projet, mais à l'avenir, nous aussi on souhaite un plafonnement des vols. Alors faut voir dans quelles conditions, comment on pourrait mettre ça en place, mais c'est extrêmement important à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre et aussi d'impact sur les populations. Et l'arrêt des vols de nuit, qui aujourd'hui voilà, ont un impact très grave sur la santé des populations environnantes. Et d'ailleurs, ces vols de nuit, c'est surtout des vols cargo. Donc on parle de fret aérien. Et c'est quelque chose qui explose. Et même en temps de Covid aujourd'hui, en fait, c'est vraiment voilà, un secteur qui est en pleine explosion. Aujourd'hui, à Roissy, FedEx et DHL ont construit des entrepôts géants. Et donc elles vont alimenter la croissance du trafic aérien. Donc c'est pas qu'une question des vols passagers. Le fret est un énorme sujet. Voilà, et évidemment, enfin, ce qu'on souhaite, comme sur beaucoup de territoires, c'est finalement d'envisager la création d'emplois de façon totalement différente autour de la transition écologique qui est une urgence et qui est en même temps créatrice d'emplois. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, enfin déjà, il y a plein de projets qui sont sur la table, d'économie circulaire, de transition aussi alimentaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler justement sur ce territoire où on voulait construire Europa City. Aujourd'hui, il y a un projet alternatif d'agroécologie qui s'appelle Karma. En fait, on a la chance d'avoir des terres parmi les plus fertiles d'Île-de-France et il y a une urgence, c'est construire la résilience alimentaire de notre région. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ces terres. Donc voilà, il y a des projets qui sont à la fois créateurs d'emplois et aussi voilà, porteurs d'avenir et d'espoir pour notre région.
Donc aujourd'hui, financer et lancer ces projets paraît une priorité. Et réfléchir cette transition, en fait, entre les citoyens, les élus, les associations. Aujourd'hui, on a besoin de se mettre tous autour de la table pour réfléchir à cette transition ensemble, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui le cas. Très récemment, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a organisé ce qu'elle a appelé une COP régionale, qui est aujourd'hui, enfin qui était en fait une mascarade, c'est-à-dire c'est des conférences. Des associations étaient conviées, mais il n'y avait pas du tout d'échange, il n'y a pas de co-construction, il n'y a pas de projet. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de s'asseoir autour d'une table avec les élus, avec les citoyens, pour réfléchir à quoi ressemblerait la transition sur nos territoires. On n'est pas les seuls à le demander. Aujourd'hui, il y a 100 élus qui ont signé une lettre à Emmanuel Macron pour demander l'annulation du projet de Terminal 4. Et ces élus, ils sont concernés à la fois par la santé de leurs concitoyens et aussi par une autre façon de créer de l'emploi sur les territoires. Il y a plein d'idées. Et aujourd'hui, voilà, on est prêt à se mettre autour de la table, tous ensemble, pour penser l'avenir de notre région dans le sens de la transition écologique. Merci. On va du coup ouvrir les questions à vous et à ceux qui sont en ligne. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, donc bonsoir. Est-ce qu'on m'entend ? Bonsoir. Oui. J'ai pas du tout l'habitude, désolé. Moi, je fais partie d'un collectif de salariés de l'aéronautique qui s'est formé pendant le Covid parce que les salariés en fait se posent beaucoup de questions. Ils se sentent aujourd'hui très, vraiment, ils se sentent pas bien dans leurs entreprises parce qu'ils peuvent pas donner leur point de vue. Le débat, il est vraiment fermé dans les entreprises et certains salariés, en tout cas, essayent de porter une autre aéronautique dans leurs entreprises, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire puisque, comme vous l'avez dit, les plans de restructuration sont en cours et les annonces de licenciement, on en a tous les jours également, notamment chez les personnes qui ne sont pas chez Airbus, mais qui sont dans les entreprises, qui sont je perds mes mots, mais c'est les sous-traitants, voilà, par exemple. Et donc, il y a certaines personnes, donc certains salariés comme moi, qui voudraient transiter, qui voudraient faire leur transition écologique, mais qui ne sont pas soutenus ou qui ont besoin du coup de financement pour ça. Et vous parliez du coup de changement de monde. Mais effectivement, je pense qu'il faut penser ça et porter ça au niveau politique pour que les salariés soient soutenus à ce niveau-là. Si on prend les 10 milliards d'euros qui ont été donnés à Air France, ça représente 220 000 euros par salarié d'Air France. Donc ces 220 000 euros-là, on aurait pu les utiliser aussi pour permettre à certains salariés de transiter. On dit que c'est pas possible de faire la transition écologique parce que ça va faire perdre des emplois, mais en réalité, si on dirige l'argent vers les salariés, cette transition peut être beaucoup plus rapide, je pense, que ce qu'on veut nous faire croire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je m'exprime vraiment en mon nom, mais sinon, le collectif s'appelle ICAR. Merci. Est-ce que vous avez des réactions à ça ou est-ce que d'autres personnes à la salle ont des questions ? Oui, juste pour réagir, dire que je suis tout à fait d'accord en fait que pour moi, l'État en fait assure pas le rôle qu'il faut dans cette transition, dans le sens où le propre d'une transition, c'est justement qu'on va changer des emplois. Et en fait, au lieu de protéger l'employé, on s'évertue à protéger un emploi qui, de toute façon, il faut l'espérer, n'existera plus dans quelques décennies, en tout cas pour certains d'entre eux, puisqu'ils ne sont pas compatibles avec les scénarios qui font que notre Terre sera potentiellement encore vivable en 2100, enfin dans de bonnes conditions, quoi. Donc voilà, oui, je suis d'accord avec vous. Il faudrait que l'État, en fait, investisse son argent
pour permettre en fait cette fluidité des employés et leur permettre de se réorienter, d'être innovants, de se reconvertir là où il va y avoir de la demande dans le futur, c'est-à-dire là où la transition va flécher les investissements qui aujourd'hui sont bloqués par des idéologies en fait. C'est des idéologies qui bloquent ces mouvements humains et aussi de capitaux dans une transition qui pourrait se faire de manière beaucoup plus fluide et douce que si on s'évertue à mettre beaucoup d'argent dans des projets soi-disant parce que c'est le futur, parce que c'est l'innovation, l'hydrogène c'est génial, et qu'en fait on se rendra sûrement compte que voilà, dans 15 ans en fait on n'y sera pas et on aura mis de l'argent dans rien et on se retrouvera avec plein de salariés qu'on devra mettre sur le carreau, quoi. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas la bonne stratégie selon moi là. La stratégie est déjà dans le titre. On parle de plan de relance, on devrait parler de plan de réorientation. À partir du moment où on parle de plan de relance, en fait, on cherche à quoi relancer 2019. Donc je pense que l'erreur est dans le titre, en fait, dès le départ. Je change de sujet, il y a un petit complément qu'on pourrait dire parce qu'on parlait... Je voudrais rebondir dessus. Je voudrais saisir cette occasion pour dire que, en fait, on oppose souvent des collectifs comme le nôtre aux salariés, alors que, je voulais dire, toute notre solidarité absolue avec justement les problématiques des salariés que vous venez d'exposer, avec celles des étudiants en aéronautique. Aujourd'hui, c'est aussi dans cette optique-là qu'on appelle à changer les choses. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu le disais, Ange, si on se retrouve dans 10 ans au pied du mur, c'est les salariés qui vont aussi payer les pots cassés. Et donc, et cette problématique, elle est très complexe. Et voilà, on sait dans quelle situation vous êtes aujourd'hui et le courage qu'il faut aussi pour que aujourd'hui vous preniez la parole, salariés, étudiants, le courage que ça demande. Voilà, je voulais vraiment saluer votre engagement et vous dire qu'on est vraiment de tout cœur avec vous. Oui, en termes de plan. Ah pardon, oui. Quand je parlais de reconcevoir la totalité des avions à hélice, avec des trucs sérieux, à mon avis, c'est beaucoup plus d'emplois, de développement. Je parle production, il faudra substituer la totalité de la flotte, mais si on mettait juste donc un panneau 600 et 7000 mètres, à mon avis, c'est beaucoup plus d'emplois que l'avion à hydrogène. C'est-à-dire que là, à mon avis, il faut maintenir. Enfin, je connais plus l'automobile que le transport aérien en termes d'emplois, mais à mon avis, il faut maintenir tous les emplois de développement. Alors c'est vrai que les emplois de production. Là, il y a un souci parce qu'on ne peut pas continuer à imaginer démultiplier la flotte, ça c'est certain, là, on est tous d'accord là-dessus. Mais par contre, en termes d'emploi de développement, je connais bien le sujet, avec tous les sous-traitants derrière, là je pense qu'il faut garder tout le monde si jamais on se dit qu'il faut reconcevoir complètement toutes les flottes avec des avions à turbopropulseurs. Oui, en fait, sur la question que vous posez, il y a le périmètre de l'industrie, les emplois industriels qui contribuent à fabriquer des avions avec tous les sous-traitants qui sont induits. Et vous avez le pendant, c'est les emplois liés à l'exploitation des aéroports, à l'activité du transport aérien, où on intègre les compagnies aériennes. En principe, les entreprises sont dotées d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour anticiper justement les modifications technologiques, et tous les aspects dont on parle ce soir. Sauf que c'est un outil qui est plus utilisé en termes de destruction d'emplois que de l'appréhender sous forme d'outils pour aider à l'accompagnement et au développement de l'emploi. Et comme le disait l'intervenant précédent, effectivement, on est aujourd'hui dans la casse. La casse sociale, elle n'est pas dans 10 ans. Elle est présente aujourd'hui et elle est due, bien sûr, à la crise du Covid. Mais le Covid, c'est un moyen pour le patronat d'accélérer ce qu'il voulait mettre en place de manière plus sur un échéancier plus long. Donc, je pense que aujourd'hui, il y a la formation professionnelle qui pourrait être utilisée justement pour préparer à ces mutations, à ces changements de métier. Mais pour autant, il faut qu'on identifie des filières métiers bien précises, parce que si c'est pour créer des emplois de service, généralement les boîtes, ce qu'elles font avec les plans de départ volontaire ou de restructuration, elles proposent des mobilités externes financées par la boîte. Mais est-ce qu'ils s'assurent que, bon, déjà en principe, ils s'assurent de la viabilité du projet, mais est-ce que c'est des projets qui sont, comment on va dire, qui créent de la richesse, parce que
la contribution du transport aérien au niveau du produit intérieur brut est significative, indépendamment de tout ce qui est lié au tourisme. Donc, c'est vrai que c'est des éléments qu'il faut appréhender. Mais la question de savoir aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont prêtes à se transformer, j'en suis pas certain. Quand on voit deux acteurs majeurs et deux donneurs d'ordre sur Paris, Air France et ADP, plutôt que de transformer et de muter les emplois, ils suppriment les emplois. Merci. Ouais. Il y a une question là-bas. J'enlève mon masque, je sais pas si micro. Bonjour, je me présente, c'est important, je m'appelle Serge Rémy, non pas parce que je m'appelle Serge Rémy, mais parce que je fais partie d'un collectif qui s'appelle Retrouvons le Nord de la Gare du Nord. Donc pas grand-chose à voir avec l'avion, sauf que nous, on a rejoint le collectif T4, non T4, et on a rejoint aussi le collectif qui s'occupe de se battre contre le projet EuropaCity en faveur du projet Karma. Pour nous, il y a une cohérence, si vous voulez, contre ces grands projets. Mais moi, je vais aller plus loin par rapport à ce que vous avez indiqué tout à l'heure. J'ai à la fois une remarque et une question. Ma remarque est la suivante. Moi, j'arrive de la coopération internationale. Je travaille en Asie du Sud-Est, donc les longs courriers, ça a été l'alpha et l'oméga de ma vie, je dirais pas quotidienne, mais mensuelle. Or, nous, on a une interrogation qui se pose au niveau des Nations Unies. Comment allons-nous travailler demain? Avec qui? Comment former de nouvelles équipes? Tout d'un coup, on a une nouvelle modélisation de la coopération internationale. Ça, c'est un premier point. Et ça intéresse tout le monde. Tout le monde doit se poser cette question-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui me frappe beaucoup, c'est, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui me semble fondamental. Le modèle économique sur lequel nous vivons aujourd'hui, fait la démonstration de son incapacité à s'adapter aux changements irréversibles du climat. Je dis bien irréversibles. Ça n'est pas une tragédie internationale, on le sait, la Terre a déjà connu ça, sauf que la particularité, c'est que nous sommes en mesure, nous, d'accompagner ces changements irréversibles du climat, de les réduire et de nous y adapter. La question est la suivante. Dans quelle mesure l'État aujourd'hui, alors je n'aime pas trop dire l'État parce que c'est très formel, mais les femmes et les hommes qui dirigent l'État, parce que c'est un choix politique, comment sommes-nous en mesure et quels sont nos moyens, nos leviers pour faire en sorte de changer, je dirais, la direction du paquebot État pour qu'il continue ou pour qu'il augmente ses investissements en termes de ressources et de développement, de recherche et de développement, de combinaison entre les transports, les moyens de transport, bref, aller vers ce que j'appelle, moi, un pôle public des transports et des mobilités. Alors ça, moi, je pense que c'est l'enjeu de l'avenir de ce siècle. Voilà. Alors là, on est au cœur d'un choix de société, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui prime, c'est la finance. Après, se pose la question de l'intérêt général et de l'équité de traitement entre les citoyens et les usagers. C'est pour ça que tout à l'heure que je parlais de maîtrise publique de l'aérien, qu'on peut d'ailleurs décliner au niveau de l'eau, parce que l'eau, ça va être une denrée rare d'ici 2040, il va y avoir une rarification de l'eau. Et là, il y a des mouvements qui s'opèrent justement sur l'eau avec l'OPA qui est lancé par Veolia sur Suez. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais on peut le décliner également aussi. Pour illustrer votre question, puisque vous êtes de la Gare du Nord, il y a un projet qui s'appelle... Il y a un projet qui s'appelle CDG Express. Est-ce que CDG Express... Parce que là, on est sur la problématique des transports. On peut travailler sur l'intermodalité et la multimodalité. CDG Express, c'est un projet qui va circuler sur des voies publiques, c'est-à-dire qu'on va obérer la capacité de transport du RERB pour faire un choix d'un train, entre guillemets, de première classe. Voilà. Donc, ce projet, il pose une question. Est-ce qu'on favorise le transport, et là je reviens sur l'aérien, puisqu'on parlait que l'aérien était un mode de transport de privilégié. Est-ce qu'on favorise le transport de privilégié ou est-ce qu'on favorise le transport collectif? Alors je ne sais pas si en prenant cet exemple je réponds à votre question, mais je pense que c'est l'une des réponses l'une des questions qu'il faut se poser, c'est que aujourd'hui, est-ce qu'on a une logique
d'intérêt général, de maîtrise publique, parce que l'État est un mauvais gestionnaire. Il faut, quand on voit la gestion qu'il a eue avec un certain nombre d'entreprises, telles que Aéroport de Paris, c'est un exemple concret. Il y a également toutes les entreprises qui ont été privatisées. C'est pas pour ça que je dis que je partage la privatisation. C'est qu'il y a une forme de régulation, une forme de gestion qui doit être mise en place justement pour éviter les dérives, parce que l'État, c'est un actionnaire comme un autre. Et j'ai eu une conférence là avec sur le transport routier voyageur, c'est-à-dire c'est tous les réseaux de bus qui sont extra urbains, avec deux acteurs majeurs, Keolis et Transdev. Et la remarque des camarades étrangers, c'est de dire vous avez de la chance, la Caisse des dépôts et consignations est actionnaire de Transdev. Mais c'est pas parce que la Caisse des consignations et des dépôts est actionnaire de Transdev que ça garantit un certain modèle social exemplaire. Au contraire. Et là, on est sur la perception de l'État actionnaire, c'est-à-dire que quel doit être le contrôle des citoyens dans la conduite de projets. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de Vatry, c'est un gaspillage d'argent public, mais il y en a à foison. Quand vous voyez le développement des gares TGV, elles ne sont pas dans le cadre d'une approche de désenclavement de territoire, elles sont généralement liées à l'élu local qui était en responsabilité ou qui était député et qui avait de l'influence. Là, vous avez des gares telles que la nouvelle gare de Montpellier. Elle est complètement excentrée du centre-ville et ils ont du mal ils ont du mal à l'alimenter, quoi. Et il y en a des multiples. Vous avez la gare de Chaulnes dans le nord de la France, dans la Somme, Chaulnes ou Chauny, je ne sais plus exactement. Et maintenant, il y a eu une stratégie justement d'excentrer. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi les problèmes environnementaux, c'est qu'après, plus vous excentrez les gares ou les aéroports, et après, il faut revenir dans les centres-villes. Donc là, on rejoint aussi la problématique de la multimodalité des transports et d'avoir une approche d'un pôle public des transports avec derrière un pôle public financier. Je vais essayer de vous répondre à votre question. Vous avez parlé de l'ONU et du rôle de l'État. Moi, je pense que l'aviation, c'est vraiment un cas emblématique au niveau mondial où l'État est obligé de passer par l'échelle du monde. Les mesures dont on a parlé, qu'il faudrait faire, si vous taxez au niveau français, tout le monde va dire, et c'est évident, ben voilà, maintenant les avions ils vont passer ailleurs, et du coup on va perdre des emplois, c'est évident. Si on dit qu'il faut limiter le nombre d'avions, ben, ça se développera ailleurs. Si on dit qu'Airbus de lui-même doit faire voler ses avions à 600 à l'heure, ben, il va perdre des parts de marché forcément, parce que Boeing va continuer à en proposer à 900 à l'heure. Donc c'est du suicide en fait. C'est du suicide si on roule. Alors ça c'est un cas quand même très emblématique de l'aviation, parce que c'est extrêmement globalisé. C'est une concurrence internationale permanente d'un moyen qui permet de se porter très très rapidement d'un pays à un autre. Donc s'il y a un sujet où on doit gérer de manière globale, c'est bien l'aviation. Il y en a quelques autres, mais celui-là c'est une évidence. On n'arrivera à rien. Sinon l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste taxer les vols intérieurs et puis c'est tout. Enfin ça changera rien. Ça changera rien au niveau rien de significatif. Donc du coup l'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit monter au créneau de l'ONU. C'est-à-dire que l'OACI, qui est une émanation de l'ONU, il faut être honnête. Aujourd'hui l'OACI elle fonctionne parce que c'est derrière les constructeurs, en fait, simplement. Donc il faut que l'ONU reprenne la main sur l'OACI pour dicter au niveau international des mesures véritablement globales et efficaces, mais dans l'intérêt du social et du citoyen, enfin de l'habitant terrien. Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Puis il y avait un autre point qu'on n'a pas trop abordé aussi, mais au niveau global, c'est qu'il va falloir essayer de faire repenser l'imaginaire autour de l'aviation. C'est-à-dire tout ce qu'on a raconté derrière Roissy et tout ça, il y a quelque chose derrière, mais une espèce de message subliminal qui serait plus il y a de gens qui atterrissent à l'aéroport, plus il y a un développement économique de la région en question. Alors qu'en fait, le développement, il dépend du nombre des nuitées. Il ne dépend pas du tout du nombre de personnes qui arrivent. Si vous avez 2 fois plus de touristes qui arrivent dans une région, mais qui restent 2 fois moins longtemps, c'est quand même un petit peu ce qui se passe depuis 20 ans, mais en fait, vous ne développez pas le tourisme. Donc, en fait, le sujet, c'est plutôt de repenser, en fait, ce que c'était le voyage. Je parle à l'imparfait, parce que le voyage n'existe quasiment plus. On parle d'échange entre les peuples, mais si c'est pour se faire téléporter quelque part, se retrouver entre ses acolytes, pour juste aller soit dans une piscine pendant 3 jours, soit juste visiter Paris en l'espace de 2 heures dans un car climatisé avec ses propres congénères, la rencontre entre les peuples, elle n'existe absolument pas. Donc il va falloir qu'on repense l'aérien comme étant du voyage. Et le voyage, il faut bien voir que le voyage, l'essentiel du voyageur, c'était le trajet. Aujourd'hui, on téléporte les gens. Donc en fait, on a supprimé le voyage. On est dans du tourisme. Je fais un tour. Voilà. Donc il faut que l'avion redevienne en fait le support du voyage. Je pense que c'est ça. Et le voyage, c'est du temps.
C'est passer du temps dans le trajet, c'est passer du temps dans la destination. Et donc, plutôt que d'aller 3-4 fois, faire 3 allers-retours, 4 allers-retours en une période donnée en fonction de ses moyens, mais peut-être n'en faire qu'un, mais y rester 3 fois plus longtemps. Voilà. Merci. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle ou en ligne ? Oui, on m'entend. Je voulais vous remercier d'avoir reparlé un peu de l'aspect global et international du transport aérien, parce qu'on a beaucoup parlé du niveau local ou du pouvoir de l'État. Mais c'est vrai qu'en l'état actuel des choses, pour aller d'un point A à un point B, on peut passer par n'importe quel autre point C qui se trouve à l'étranger. Et c'est vrai que toutes les mesures qu'on peut faire, taxation du kérosène, limitation des vols, limitation de la flotte au niveau national, va probablement se transformer par en fait les passagers vont passer par les hubs de Francfort, Amsterdam, Londres, Madrid, pour contourner en fait le surenchérissement des billets d'avion. Et donc, ma première question, c'était est-ce qu'il faut quand même le faire, quitte à diminuer drastiquement l'emploi français et la filière aéronautique française qui est quand même assez importante? Je voudrais avoir votre avis juste rapidement chacun des intervenants. Et ensuite, sur les vols intérieurs où on a un pouvoir, ma deuxième question, c'est ensuite la question du report modal. L'axe sud-est, la TGV, il est déjà utilisé à grande capacité sur le Paris-Lyon, Paris-Valence, Marseille, Montpellier, Nice. Si on devait supprimer quasiment tous les vols intérieurs, par exemple, sur cet axe, quelle est la solution pour ensuite que tous les passagers se reportent vers le TGV plutôt que de se reporter vers le car ou la voiture ou les transporteurs étrangers qui pourraient leur faire passer pour un vol donc en correspondance via l'étranger en contournant les mesures franco-françaises. Je voulais avoir un peu votre avis sur comment essayer d'avoir un impact réel sans se tirer une balle dans le pied au niveau franco-français. Déjà sur le report modal, faites très attention parce que la suppression, moi j'ai jamais été favorable depuis 2 ans, que je le dis, à la suppression complète des lignes intérieures pour lesquelles il y a moins de 2h30. Parce que le premier report modal que vous allez avoir, enfin que vous auriez eu en 2019, c'est du report modal vers de l'aviation européenne. C'est-à-dire que je viens de Bordeaux, l'aéroport il est très tendu. Si jamais vous libérez les créneaux aériens, ce qui s'est passé, alors là on est en période Covid, mais si vous libérez les créneaux aériens de la navette Bordeaux-Paris, on va ouvrir des lignes internationales à la place. Donc en fait, en termes de climat, je suis à peu près persuadé que c'est contre-productif. Alors là, on est en période Covid, donc il n'y a pas la demande. Mais attention, en termes de report modal, il y a celui dont vous parlez, et puis après, il y a le report modal d'aller profiter des créneaux aériens libérés pour cela. Et puis ensuite, il y a un deuxième problème de cette mesure, je pense, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'elle est tellement ayatolesque d'avoir totalement supprimé que ça risque de braquer une partie de la population, notamment la population professionnelle, par exemple, qui travaille particulièrement dans l'aérien, mais autour, par exemple, de l'aéroport de Mérignac, qui a souvent ses rendez-vous autour d'un aéroport, qui maintenant est obligé d'aller au centre-ville. Et ça, en fait, ça braque les gens. Donc moi, j'aurais été plus favorable de supprimer 3/4 de la navette, et le dernier quart, la taxer très fortement. Vous voyez ? Donc attention, le report modal, il ne faut pas forcément aller trop loin, parce qu'après, vous pouvez avoir une partie de la population qui va dire « Ah, voilà, les écolos, c'est exagéré, ils ont supprimé les navettes, c'est vraiment nul ». Donc c'est une mesure qui est assez insignifiante, parce que comme on a dit, le premier poste c'est le long courrier, après c'est le moyen courrier, le court courrier et encore les navettes entre les 4 villes dont on parle, c'est rien en termes d'impact de l'aérien. Et on est en train de braquer une partie de la population sur un sujet où on a pris une décision un petit peu ayatolesque. Donc voilà, moi ça c'est mon point de vue sur cette histoire de report modal. Je vous laisse compléter. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en fait, ces questions, moi, je voulais revenir peut-être 2 secondes sur l'aspect justement multi-échelle un peu du problème. Que prendre des décisions, à l'échelle nationale, c'est compliqué, ça sert même à rien, c'est parfois contre-productif, comme vous l'avez dit, puisque en fait, les gens vont justement aller ailleurs pour prendre leur même avion, donc parfois c'est même plus d'émissions de CO2 pour moins d'emplois français. Donc bon, c'est pas forcément idéal. Et que en fait, le truc, c'est que donc au niveau mondial, on a des difficultés en fait à faire effectivement des accords multinationaux sur ces questions-là. Par exemple, au niveau européen, on a le marché EU ETS
qui est donc le marché d'échange de quotas carbone, qui depuis 2012 incluait l'aviation et qui au départ voulait inclure toute l'aviation qui arrive ou qui repart de l'Europe, à la fois à l'intérieur de l'Europe, mais aussi des avions qui venaient d'autres continents vers l'Europe et qui en repartaient. Au final, en fait, ça n'a pas été possible de l'étendre à cette échelle-là. Donc depuis 2012, c'est que les vols intra-européens qui sont soumis à des taxes carbone définies par le marché européen du carbone. Et en fait, donc depuis 2012, l'OACI et le secteur aérien essayent de bricoler sa propre petite loi à lui pour les vols internationaux et de compensation carbone et tout ça, qui s'appelle CORSIA, qui est donc un accord multilatéral qui n'adresse que les vols internationaux entre donc deux pays différents et qui n'adresse que la croissance du trafic depuis 2019. Donc en fait, c'est en gros un accord, encore une fois, qui n'a pas vraiment d'effet sur les émissions, parce que en calculant un peu ce que ça donne, on se rend compte que on va couvrir 15% des émissions de CO2 du secteur, et que ces 15%, on va en fait les replanter avec des arbres dont on n'est même pas sûr de leur avenir. Voilà, donc c'est assez, c'est un peu du greenwashing quand même. Et donc là-dessus, en fait, le bon échelon de décision, c'est un peu l'Europe. Parce que, en tout cas pour nous, en tant que Français, c'est compliqué d'imposer à des pays, justement, comme on disait, ce genre de choses. Déjà, au niveau de l'Europe, on a un poids plus conséquent. Et donc, c'est un peu l'Europe qui doit un peu montrer ses cartes et montrer qui elle est et essayer d'imposer, justement, son quota, son marché de quota carbone pour l'aviation, de montrer un peu les muscles. Et donc là, en tant que citoyen, on a des actions qui sont citoyennes, qui valent ce qu'elles valent, mais c'est difficile d'imaginer plus, voilà. Mais des actions associatives, voilà, comme on le voit aujourd'hui, de dire non à l'extension de certains aéroports, ça va évidemment dans ce sens. Voilà, parce que le problème aussi du secteur, enfin du trafic européen, c'est qu'on arrivait en fait à un moment de ce qu'on appelle saturation spectrale, c'est-à-dire qu'en fait il y avait plus de créneaux pour de nouveaux avions en Europe, et donc le secteur aérien était en fin de croissance possible. C'est pour ça qu'on avait des projets en fait d'extension d'aéroports un peu partout en Europe. C'est parce que si on voulait que le secteur continue à croître en Europe, on était obligé d'augmenter la capacité des différents hubs européens. Et donc dire non à ça, c'est dire non à la croissance du trafic en Europe, tout simplement. Donc voilà. Je voulais rebondir sur ce point, parce que c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, la problématique, elle est européenne. La lutte contre les extensions d'aéroports, elle est partout en Europe. Déjà, je vais dire, bon, il y a ce fantasme de si on fait pas la croissance à Roissy, en fait le trafic va aller ailleurs. Aujourd'hui déjà, en fait les autres aéroports, les gros hubs européens sont à saturation. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une énorme opportunité business pour Roissy, qui a un terrain immense et qui peut croître, voilà, de rafler la mise. Mais en fait, il y a pas vraiment la place ailleurs en fait pour accueillir une forte croissance du trafic aérien. Donc c'est un peu un fantasme de se dire que sinon les vols vont aller ailleurs. Et il y a cette problématique effectivement d'extension. Alors en particulier à l'aéroport d'Israël, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette extension qui est fortement contestée aussi localement et qui est à l'arrêt aujourd'hui grâce au fait que en fait les associations aujourd'hui gagnaient en justice, notamment les Amis de la Terre. Et donc la Cour d'appel britannique a demandé de stopper cette extension parce que les accords de Paris ne sont pas pris en compte. Donc c'est une grande victoire et on espère qu'elle fera jurisprudence. Mais tout ça pour dire que c'est pas comme si on était les seuls à lutter contre cette expansion du trafic aérien. C'est un mouvement global en Europe et effectivement, voilà, il faut que les mouvements citoyens soient forts partout en Europe pour pousser les politiques et pour pousser l'Europe à prendre des décisions à ce niveau-là. Donc, venez le 3 octobre à Roissy avec nous. Sur la question que vous posez sur justement le report modal, il faut savoir une chose, c'est que en France, c'est développé le plus de trafic, c'est de région à région. C'est-à-dire que c'est le trafic transversal. Parce que
ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que le tissu des aéroports en France est tel qu'on a la capacité d'aller d'un aéroport à un autre sans passer par Paris aujourd'hui ou sans passer par Lyon. Demain, la réorganisation Air France, c'est d'ici 2021, moins 40% sur le réseau intérieur français. C'est-à-dire que vous allez avoir des villes comme Brest, Toulon, Clermont-Ferrand, Tarbes, qui n'auront plus de liaison aérienne. Et la question est de se poser, c'est qu'après, vous augmentez le temps de transport, puisque même si vous allez à Clermont-Ferrand en train, vous avez le temps d'admirer le paysage, mais c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que... et en plus, ce que j'expliquais dans mes propos en introduction, c'est que ça renvoie à la notion d'enclavement des territoires. C'est-à-dire que... Alors après, je partage l'idée de dire que un aéroport, c'est pas uniquement une attractivité touristique. Quand vous voyez un aéroport qui s'installe, qu'est-ce qui se passe? C'est que les salariés qui travaillent sur cet aéroport viennent s'installer autour, et là, il crée une attractivité dite économique qui se développe après en fonction de la taille de l'aéroport. Et elle est là aussi l'ambiguïté, c'est que les salariés, ils cherchent à se rapprocher de leur lieu de travail, mais pourquoi? Parce qu'on leur offre pas les moyens de transport collectif nécessaires pour accéder à leur lieu de travail. Parce que quand vous voyez comment c'est implanté Roissy, l'aéroport de Roissy, c'est l'équivalent du territoire de Paris. C'est la superficie de Paris. Avec l'ouverture du terminal 1, l'ouverture de Roissy 2, après du 2, de F, ça a amené automatiquement des salariés supplémentaires. Et il faut savoir une chose, c'est que vous avez des salariés qui dorment sur la plateforme. C'est-à-dire qu'ils habitent tellement loin qu'ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux. Ils dorment dans leur voiture, ou alors ils prennent l'hôtel. Et ça, c'est des choses auxquelles on est confronté. Et c'est pas un hasard si j'ai fait référence à CDG Express, parce que CDG Express, c'est l'exemple significatif qu'on met avant les intérêts financiers et la profitabilité d'une joint venture, puisque c'est Aéroport de Paris, la SNCF, les RATP, et j'en oublie un, je crois que c'est Crédit Agricole, donc voilà la composition du capital de CDG Express. Donc on est dans une logique d'actionnaire et capitaliste. L'idée, c'est pas de rendre service. L'idée, c'est de faire payer le service. Et donc, je pense que l'approche du transport aérien, elle doit être, à mon avis, raisonnée, mais pour autant, il faut l'avoir dans le cadre d'une analyse économique, environnementale et touristique. Parce qu'effectivement, il va se passer une chose, c'est que si vous voulez faire... Aujourd'hui, on pourra faire, par exemple, Rennes-Marseille. On fera Rennes, Paris, Marseille. Et donc, c'est-à-dire que ça va favoriser encore plus l'émission de gaz sur la région parisienne, et ça va aussi ouvrir des créneaux pour les compagnies low cost. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le low cost qui va être le grand gagnant. Et vous savez qui utilise le plus de couloirs aériens en France? C'est l'armée. C'est-à-dire que les couloirs aériens en France sont prioritaires à l'armée. J'ai plus en tête le pourcentage, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais c'est quand vous voyez avec les répartitions, c'est assez conséquent que ce sont les militaires qui utilisent les couloirs aériens. Voilà. Merci. Je pense qu'on a encore peut-être le temps pour une ou deux questions. Non, on n'a plus le temps pour une ou deux questions. D'accord. Mais du coup, je vais essayer de m'atteler à la tâche de résumer un peu ce qui s'est dit ce soir. On est sur un constat commun qui a un problème avec le secteur de l'aéronautique, qu'on est sur un modèle qui n'est pas soutenable à long terme et qui va nécessiter d'être pensé très fortement et très urgemment. On est aussi, en ce qui concerne le secteur de l'aviation, face à un problème d'imaginaire, parce qu'on est face à quelque chose qui porte un imaginaire symbolique très fort de liberté, de voyage, d'aventure. On a vu ce soir que dans la réalité à la fois historique et dans ce qui nous est vendu en termes de progrès techniques, il y avait un certain nombre de choses à démonter. Mais il y a une réelle question de comment est-ce qu'on peut s'organiser en tant que citoyen et citoyenne pour lutter contre ce modèle-là et pour proposer des solutions alternatives qui soient cohérentes, parce qu'on a vu que c'était pas toujours simple en fait, et que certaines solutions qui paraissent évidentes peuvent parfois porter des effets pervers assez importants.
Parmi les solutions qui ont été mentionnées, il y en a certaines qui relèvent de la technique et de la recherche et développement, mais pas de celles qu'on nous promet dans 10 ans, mais de choses qui peuvent être mises en place très rapidement. Donc, vous avez mentionné ça tous les deux. On a également la question de la sobriété, qui est un peu l'éléphant dans la pièce, mais qui ne doit pas être mise à l'écart, parce que ça va être une réelle nécessité si on veut faire face à l'urgence climatique d'une façon qui soit cohérente et qui soit à la hauteur des enjeux. Malgré tout, en fait, et ça vous l'avez mentionné, on est dans un système économique qui place la rentabilité au-dessus de tout, et donc qui n'est pas en capacité actuellement de répondre à l'urgence climatique ni à l'urgence sociale, et qui a tendance à être dans une logique de croissance toujours au profit des actionnaires, et ni au profit des salariés, ni encore moins de ceux des citoyens et citoyennes. Face à ça, du coup, on a vu ce soir qu'il y avait quand même des leviers d'action au niveau citoyen. Parmi ceux que du coup, on peut retenir et promouvoir, il y a la question du coup des organisations salariées que vous avez mentionnées et qui sont des choses qui sont extrêmement, je pense, cruciales quand on pense aux enjeux de transition, parce que en fait, sans ça, on n'arrivera pas à des modèles qui sont soutenables. Il y a la question des projets de lutte locale qui, en fait, on parle de lutte locale, mais on a vu que ça s'inscrivait dans des choses qui avaient des impacts au niveau européen, et où du coup, nous, en tant que citoyens, en luttant sur nos territoires, on peut avoir une prise sur des choses européennes, et qu'on allait avoir besoin, en fait, de repenser l'aviation aussi dans un contexte plus global, plus mondial, et d'inscrire ces transitions-là dans la durée. Moi, je vais conclure cette table ronde en vous appelant une nouvelle fois, du coup, le 3 octobre, à rejoindre la mobilisation qui va avoir lieu partout en France. Donc, c'est pas simplement à Paris, ça va être un peu dans toutes les villes de France, avec plein de collectifs locaux qui portent des luttes différentes sur des extensions ou sur d'autres projets. Je vais vous remercier tous les quatre d'avoir été là et vous dire une bonne soirée. Je voulais aussi remercier toute l'équipe technique et les gens qui ont préparé la table ronde, parce que c'était un sacré boulot.